Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 193 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors, aujourd'hui, l'hebdo du Basket Lab, semaine numéro 8. Bon, alors, comment allez-vous depuis le temps ? C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'était pas parlé à l'échelle du Basket Lab en tout cas. Chose rare, effectivement, on a eu qu'un podcast, un podcast dans la semaine. C'était lundi dernier, donc la dernière hebdo. La semaine d'avant, on en avait eu 5 dans la semaine du In-Season Tournament. Cette semaine, on en a eu qu'un. Mais bref, vous inquiétez pas, c'est juste que impossibilité d'enregistrer cette semaine-là. Mais sinon tout va bien et donc on est aujourd'hui, comme lundi, comme tous les lundis, pour notre hebdomadaire, l'hebdo du Basket Lab, semaine numéro 8. La rotation continue de tourner, aujourd'hui avec FD de QI Basket, évidemment. Et donc aujourd'hui, les infos, les affiches de la semaine, le focus, les questions auditeurs et le quiz, vous commencez à connaître. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, l'hebdo du Basket Lab, semaine numéro 8. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour un nouveau numéro de l'hebdo, notre hebdomadaire tactique et actu, avec aujourd'hui, c'est la semaine, vous savez qu'on a une rotation de 3, et c'est la semaine où on va parler de Charlotte contre Washington, on va parler de Détroit, on va parler de Portland, puisque c'est la semaine avec FD. Comment vas-tu, FD ? Ouais, ça va, quelle belle introduction. Oui, c'est la semaine des losers. La semaine des losers sur le basket, mais aussi la semaine des losers sur le quiz, donc restez jusqu'à la fin. Alors, c'était pas une référence au loser de quiz, c'était plutôt une référence à ton attirance pour les équipes un peu nulles, puisque tu aimes bien regarder les jeunes joueurs qui sont de facto un peu dans des équipes nulles. C'est un peu comme ça que ça marche, quoi. C'est ça, j'aime bien regarder les rookies, même les rookies qui finalement sont plus très très jeunes, on pourra en parler après. Mais oui, c'est vrai que j'ai un petit peu ce tropisme pro-jeune, et toujours un petit peu un syndrome de l'imposteur de parler en bien ou en mal d'équipes qui fonctionnent bien. Donc je me limite à 50% de victoire pour parler d'équipes. Est-ce que ce syndrome de l'imposteur ne viendrait pas aussi du fait que tu es fan des Knicks, peut-être ? Est-ce que c'est lié ou pas ? C'est possible. C'est l'œuf ou la poule. Dans quel sens ça passe ? Bon, alors, vous pensez que je rigole, mais attendez la section scouting de la semaine, où vous allez voir que je ne rigole pas du tout, hein, sur FD qui... Vous allez voir. Donc FD de QI Basket, FD évidemment des New York Knicks, évidemment FD des matchs complètement pourris, vous le connaissez. Bien entendu, c'est un classique. L'hebdo aussi, c'est un classique, vous commencez à connaître. Les infos de la semaine, les affiches et observations tactiques de la semaine, le focus, notre partie focus, et donc cette fois, on n'aura pas une stat, on n'aura pas un thème libre, on aura un scouting de la semaine sur Shaedon Sharpe et un autre joueur des Blazers que je n'ai jamais vu jouer. Merci FD. Tu vas découvrir. Oui, je vais découvrir. Ouais. Section questions des auditeurs et puis le quiz pour finir, puisque FD est aussi magnifique sur le quiz. Eh bien, si tu es prêt, on peut y aller, FD. On peut y aller directement avec les infos de la semaine. L'info, on est obligé de commencer par ça. L'info de la semaine principale, la suspension de Draymond Green pour une durée indéterminée après son coup de coude sur Jusuf Nurkic. Je sais pas toi ce que t'en penses de toute cette affaire, c'était un avis sur ce drama. Je dois dire que j'étais un peu surpris du côté suspendu à long terme, quoi. Indéfiniment, ça pourrait prendre pas mal de temps, quoi. Ouais, alors il y a forcément cette notion de récidive, et Ouais. je pense que la Ligue se donne le temps de réfléchir à quelque chose, et parce qu'il y a aussi, je pense, l'image de la Ligue qui est mise en jeu là-dessus. Donc je pense que c'est plus de la gestion de crise, où on se dit, bah tiens, on va mettre ça, on se donne pas d'ultimatum, on se met ça de côté et on réfléchit à la meilleure réponse. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu cette première communication en parlant de... Voilà, sans mettre de moments définitifs. Et puis après, on verra les réponses qui sont apportées. Non, mais effectivement, ça veut dire que c'est plutôt pris au sérieux, quoi. Mm-hmm. Parce que, à l'inverse, tu vois, moi, je m'attendais plutôt à ce que ce soit, genre, bah, il est suspendu un match, 2 matchs, 3 matchs, quoi. Là, en l'occurrence, c'est quand même que, ah oui, la NBA prend ça plutôt au sérieux. Je pense que, comme tu dis, hein, le côté récidive est évidemment important.
On peut avancer. Ah tiens, on change complètement de sujet. Gorgui Dieng prend sa retraite. Est-ce que tu as été surpris par cette annonce? Bah, je me posais la question à peu près tous les matins au réveil, mais que devient Gorgui Dieng? Et donc maintenant j'ai ma réponse. Non, effectivement, Gorgui Dieng prend sa retraite après 10 ans de NBA, je crois, puisqu'il fait partie de la fameuse draft 2013 où il y avait tous les pivots. Donc Rudy Gobert qui a été drafté assez tard, Gorgui Dieng, Steven Adams qui a été un des premiers draftés, Alex Len dans le top 5 ou 6, je crois, Mason Plumlee, Lucas Nogueira, voilà, notre ami Gorgui Dieng, qui donc rejoint le front office des Spurs, qui donc franchit ce pas-là. Plus tard, cela dit, que Landry Fields, qui avait fait ça, je crois il avait à peine 25 ou 26 ans. Non mais Gorgui Dieng, moi, ça me fait penser aussi à la fameuse finale NCAA, je sais pas si tu l'as vu, le Michigan-Louisville à l'époque, où, bon, je crois que depuis en plus, Gorgui Dieng, enfin Louisville, leur titre a été enlevé, si je dis pas de bêtises, pour des histoires de recrutement et de... C'est ça, ouais. De règles NCAA qui n'ont pas été respectées. Donc bref, Gorgui Dieng à la retraite. Tiens, ça te concerne un peu plus, Mitchell Robinson qui va être absent quasiment 2 mois, c'est ça? Oui, c'est ça, qui a décidé de se faire opérer de la cheville. C'est un peu surprenant parce qu'on n'avait pas l'impression qu'il y avait eu vraiment une aggravation, il n'y avait pas eu de blessure sur le terrain. Mais voilà, cette annonce qu'il va se faire opérer de la cheville, donc il sera réévalué dans 8 à 10 semaines. C'est une grosse perte pour les Knicks, forcément, parce que je trouve que cette année, on en a un peu parlé, t'étais pas forcément d'accord, mais cette année, il était potentiellement d'un calibre All-NBA Defensive Team. Ouais, en tout cas, toi, tu disais qu'il avait clairement franchi un palier, quoi. Ouais, non, vraiment, il y a toujours cette histoire du rebond offensif, mais même le rebond défensif. Et vraiment, là, c'était le pilier de notre défense, et on voit vraiment la différence. Hartenstein est un bon défenseur, mais on voit vraiment la différence avec Mitchell Robinson. Et ouais, c'est dommage parce que j'espère qu'il va pouvoir revenir avec la bonne dynamique. Mais voilà, ça va lui prendre un petit peu de temps, il sera de retour pour les playoffs. Il sera de retour pour les playoffs, mais entre-temps, donc on a toujours Isaiah Hartenstein, on a Jericho Sims d'ailleurs qui est toujours par là. Mais qui est-ce que les Knicks sont allés signer pour remplacer Mitchell Robinson? C'est une des news de la semaine, le retour de Taj Gibson, qui donc est d'ailleurs beaucoup plus jeune que Gorgui Dieng d'ailleurs. Je sais pas si Gorgui Dieng aurait décalé sa retraite s'il avait su que Mitchell Robinson était blessé. Mais non, Thibodeau qui fait rappel à Taj Gibson, son soldat. Je crois qu'il l'a amené partout, si je dis pas de bêtises, parce qu'il était aux Bulls évidemment. Il était aux Wolves. Minnesota, ouais, tout à fait. Et je crois qu'il avait déjà joué aux Knicks, si je me trompe pas. Oui. Donc voilà, le retour du soldat Taj Gibson, qui commence à être vieux, parce que je crois que même il avait été drafté assez tard en plus, donc drafté 2009, si je dis pas de bêtises. Toujours côté Spurs, fin de saison pour Charles Bassey. Je sais pas si tu avais vu un peu toi cette saison, mais fin de saison pour cet intérieur un peu hipster qui, pour l'instant, n'a pas fait grand-chose, mais qui avait son petit roster spot chez les Spurs. Théo Malédon, d'ailleurs, a été coupé par les Hornets. Un peu surprenant, pour le coup, cette news. Toujours côté... Enfin, non pas Hornets, mais moitié Hornets, moitié équipe de France. Quelqu'un qui a refusé les Hornets il y a quelques saisons. Kenny Atkinson débarque en équipe de France pour être assistant de Vincent Collet, si j'ai bien compris. Donc Kenny Atkinson, l'ancien coach des Nets, qui actuellement est assistant des Warriors, qui a refusé un poste, donc je crois que c'était il y a 2 ans, pour être donc le coach des Hornets, et qui donc là vient, ça sort un peu de nulle part, vient pour être l'assistant de Vincent Collet. A priori, tout de même une bonne nouvelle pour les JO. Oui, il y avait cette volonté après l'échec de la Coupe du Monde d'un petit peu s'ouvrir à d'autres horizons au niveau coaching. Le staff Laurent Forest a été remercié. Donc voilà, on amène de l'influence extérieure. Moi, la question c'est c'est quoi le move d'après en fait? Ouais. Est-ce que c'est juste pour les JO et après les JO, c'est bon et on repart sur les amis de la fédération? Ou bien c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit plus sur le long terme et voilà, on accepte une influence étrangère, ça fait un petit peu espion, mais on accepte des inputs de l'étranger sur le long terme, et voilà, moi c'est ça ma question, parce que pour le coup ça me paraît un peu désespéré, tu vois, à 6 mois des JO, mais non, c'est positif, je suis totalement d'accord, c'est positif. Après, il faut dire que ça sort pas non plus complètement de nulle part. Toi, peut-être que tu le sais, mais Kenny Atkinson a beaucoup joué en France, notamment. Il a joué notamment dans les Vosges. Ouais,
Il a fait Montpellier, Golbet, Épinal, Mulhouse, Nantes, Évreux et de nouveau Nantes en 2004. Donc voilà, il connaît un peu la France, quoi. Ça sort pas, ça sort pas complètement de nulle part. À voir si peut-être que Vincent Collet va laisser la place et ce sera Kenny Atkinson. T'as l'air de dire que Fédération de basket, il y a aussi quelques micmacs, un peu comme la fédé de foot, c'est ça? Non, mais c'est pendant longtemps les postes en équipe de France ont été trustés par les personnes, par les mêmes personnes. Voilà. Ouais. C'est un secret de polichinelle. Mais non, mais c'est justement, je trouve ça bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne de l'extérieur, qui a une expérience NBA et qui en plus a un lien avec la France. Donc non, c'est très positif. On va peut-être voir des posts, des high spot splits avec Rudy Gobert pendant les JO, Rudy Gobert dans le rôle de Draymond Green et puis ça va être qui notre Steph Curry. Bonne question. Autre news, on avait déjà eu les audiences du premier tour, mais on a eu les audiences de la finale du Incident Tournament, qui est un gros succès, puisque c'est la plus grosse audience hors match de Noël depuis plus de 6 ans, depuis février 2018. Alors j'ai pas trouvé quel match c'était, sans doute un Rockets Warriors de tête, je dis ça, mais c'est intéressant parce que donc ça fait par rapport à un match de l'an dernier à la même époque, qui était pourtant d'ailleurs le remake de la finale qui venait de s'achever, donc Boston Golden State à la même époque en automne 2022, plus 46% par rapport à ce match-là. Donc effectivement, l'enjeu d'un tournoi, évidemment, ça ramène de l'audience. Toujours bien pour un contrat TV qui doit être négocié d'ici avril. Voilà, plus 46%, c'est quand même pas mal. Grosse audience. Autre news, Zach LaVine se verrait bien aux Lakers. On est totalement étonné puisque c'est pas comme si Zach LaVine avait comme agent un certain Rich Paul. Bref, avançons. PJ Tucker aussi sur le départ. PJ Tucker qui était arrivé aux Clippers depuis les Sixers. Apparemment, ça se passe pas très bien, donc il pourrait aller voir ailleurs. Je m'attends à un buyout en tout cas. Je sais pas si t'as vu aussi, les Wizards pourraient déménager. Les Wizards et les Redskins, j'allais dire non, ça c'est l'ancien nom, c'est les Commanders, je crois. Les commises, ouais, les Commanders. Commanders de NFL du coup, puisque Ted Leonsis, le propriétaire donc des deux, du groupe apparemment, a signé un accord à plus de 2 milliards de dollars pour aller en Virginie, et d'après ce que j'ai compris, pour créer un méga parc, en gros, un seul endroit unique où il pourrait y avoir plein de stades, plein de magasins pour dépenser de l'argent et pour acheter des goodies et pour, et pour manger et pour acheter des t-shirts, etc. Donc voilà, les Wizards, alors j'ai pas compris si c'était officiel ou pas, si c'était définitif ou pas, mais les Wizards pourraient bouger dans la Virginie. Voilà, c'est quand même pas rien du tout, on pourrait en reparler. Il faudrait qu'on fasse venir Antoine pour qu'il nous en parle un peu plus. et puis autre news aussi, le décès malheureusement de George McGuinness, légende des Pacers d'Indiana, et notamment qui avait joué dans l'ABA. Il avait été MVP des playoffs, je crois, saison régulière ou des playoffs de l'ABA, et qui est un Hall of Famer en 2017. Est-ce que tu connais un peu George McGuinness, FD? Non, pas, enfin de nom, mais pas plus que ça. D'accord. Non, mais je voulais revenir sur Washington, mais vas-y, je t'en prie. L'hommage, et puis non, juste pour revenir sur Washington, parce que j'ai eu la chance d'y vivre un petit peu. Quand on parle de Virginie, on parle d'Alexandria, donc on est vraiment, on est à 40 minutes de métro de Washington DC en fait. On n'est pas, ouais. Quand on dit la Virginie, l'État de Virginie est assez grand, mais il est collé à Washington DC. Et donc là, on serait vraiment, ce serait une petite délocalisation quoi. On sortirait du district, mais on serait encore dans l'ère métropolitaine quoi. On est à 45 minutes de métro, c'est pas non plus une grande délocalisation. Ça va rien changer en termes de culture, je veux dire. Oui, et puis surtout, après je comprends, j'ai vu la réaction des politiques de Washington qui disent bah non, mais ça serait bien qu'il reste quand même, quoi. C'est pas pareil. Mais tu sais, ça me fait penser aussi, vu que tu racontes ça, le fameux Alexandria, effectivement, qui est pas loin de Washington. Les fameuses équipes de New York, notamment en NFL, les New York Giants, en fait, qui jouent dans le New Jersey. Exactement, elles jouent pas du tout à New York, elles jouent dans le New Jersey, et pourtant ça s'appelle les New York Giants. Et ça me fait penser aussi d'ailleurs en baseball, alors je crois que c'est plus le cas, mais les Los Angeles Angels, donc de Los Angeles, mais en fait qui jouent à Anaheim, et du coup le nom officiel pendant un moment ça a été les Los Angeles Angels of Anaheim. c'est très bizarre. Voilà. Je crois que l'image de marque, et d'ailleurs c'est peut-être même pas dit qu'en effet que peut-être si Washington déménage, les Wizards déménagent, ça se trouve ce sera toujours les Washington Wizards of Alexandria peut-être. Oui, je pense. Je ne sais pas.
Et puis pour finir, il nous faut toujours une info Azad, hein, une info dont tout le monde se fout. Lance Stephenson est de retour dans l'équipe de D-League de Minnesota. Je sais pas si tu avais entendu parler. Et je sais pas si tu y crois encore. Moi, j'y crois plus trop. Lance Stephenson. Mais voilà, il est de retour. Alors, petit rajout au montage, puisque c'est une actu assez importante qui est tombée malheureusement juste après l'enregistrement, donc ça fait tout de même partie des informations importantes de la semaine. Côté Cavaliers, malheureusement, la double peine, double mauvaise info, puisque Darius Garland s'est blessé dans le match contre la revanche contre Boston, et donc on a appris qu'il allait être absent quasiment 2 mois, entre 6 et 8 semaines, et pareil pour Evan Mobley, également 6 à 8 semaines, d'après ce qu'on a pu lire. Donc voilà, niveau blessure, les Cavaliers vont être très, très handicapés sur au moins le prochain mois, voire 2. Et puis également Bradley Beal blessé à la cheville vendredi soir. Donc pareil, juste après l'enregistrement. Mais ça fait partie des infos importantes de la semaine. Donc voilà. Bref, voilà un peu pour les infos de la semaine. On peut donc passer aux affiches de la semaine et aux observations tactiques quand on voulait faire un peu des matchs de la semaine écoulés. Je peux te lancer directement. Je crois que tu voulais parler notamment du Phoenix contre Golden State, donc le fameux match où il y a eu le coup de coude, mais tu avais des observations un peu plus tactiques et analyses à nous faire sur cette rencontre. Faire une analyse c'était plutôt une claque qu'un coup de coude, mais si tu veux, on peut le faire. Non, plus sérieusement. Donc on a eu le retour de Bradley Beal. C'était son retour, donc c'était Bradley Beal et Devin Booker, et forcément, s'il y en a 2, il n'y a pas le troisième, donc KD n'était pas là. Voilà, ça on commence à connaître au niveau de Phoenix. Ouais. Finalement, en fait, l'association Beal-Booker, on les a assez peu vus ensemble sur la rencontre. Ça ferait plaisir à Clément N5 de QI Basket, mais leurs minutes ont été un peu stagger. Ils ont alterné un petit peu les minutes. Mais par contre, voilà, ce que j'ai noté déjà, première action du match, une réelle volonté d'impliquer Bradley Beal et de le remettre dans le rythme. La première action, c'est un super système où il enchaîne 2 écrans hors ballon, il sort à 3 points. Booker le trouve à 3 points et puis il revient avec un tir à 3 points marqué. Pareil, première action du deuxième quart-temps, c'est encore la même chose, c'est Beal qui est utilisé en sortie d'écran, on utilise la gravité au scoring de Devin Booker. Et puis pour le coup des systèmes assez complexes et bien poussés. Voilà, on retrouve Bradley Beal pour un mi-distance en sortie d'écran. Du côté des Warriors, on avait ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Warriors entre guillemets au complet. Je mets au complet avec des guillemets. Quand je dis au complet, c'est la line-up Curry, Thompson, Wiggins, Green, Looney. Donc c'est la line-up championne il y a 2 ans. Par contre, on a clairement vu qu'il y avait un problème défensif, contre le duo Beal Booker quand ils étaient ensemble. Et surtout que ce fameux line-up, on va pas le revoir de sitôt, a priori. Voilà, en plus, mais c'est peut-être pour le mieux. Tu vois, c'est peut-être pour le mieux. Il y avait un vrai problème défensif parce que ça te forçait à mettre soit Stephen Curry, soit Klay Thompson sur un de Booker ou de Beal. Et donc soit si c'était sur Booker, c'était compliqué sur la défense sur le ballon. Et si c'était sur Bradley Beal, c'était compliqué sur la défense, sur la navigation d'écran, parce que finalement Bradley Beal est beaucoup utilisé comme ça en fait, un peu électron libre qui prend des écrans et qui bouge beaucoup en attaque. Et Klay Thompson, hors ballon, je pense qu'on est tous d'accord, hors ballon, Klay Thompson n'a jamais été un bon défenseur, mais sur ce match, c'est flagrant, quoi. Ouais. Il y a 3-4 rotations dans le premier quart-temps où, en fait, il la fait pas. Il chase pas autour de l'écran et puis ils prennent des tirs. Donc, c'était un souci défensif pour Curry, Thompson, Wiggins, Green, Looney. Mais de manière générale, cette line-up a un problème défensif qu'ont à peu près l'ensemble de la ligue. Ils ont 120 de defensive rating quand ils sont ensemble sur le terrain. Voilà. Pour la line-up qui est censée être la meilleure de ton équipe, ils sont à 120 de defensive rating, avec une attaque qui en plus est pas si folle que ça, on pourra en reparler après. Mais voilà, c'était le premier moment un petit peu compliqué pour les Warriors, c'est que voilà, cette line-up qui est censée bien commencer ton match, 120 de defensive rating.
Mais du coup, ça les a forcés à faire un petit peu des ajustements. Le premier, ça a été notre ami Pods, Brandon Podziemski, tu sais, l'ancien de Santa Clara. Tout à fait. J'écorche un peu son nom, désolé. En fait, il faut le dire vite, il faut dire Podziemski. Il faut aller vite. Plus tu vas vite, plus ça passe. Voilà, Podziemski. Voilà, désolé Alan Guillou s'il nous écoute, j'ai un peu écorché le nom de ton chouchou. Mais pour le coup, comme Klay Thompson n'était pas vraiment dans le rythme, d'ailleurs les Warriors, ils doivent prendre, je pense qu'ils doivent prendre 16 tirs à 3 points sur le premier quart-temps. C'était un petit peu, tu sais, l'orgie offensive dont on avait parlé sur le dernier là, c'était quoi le match? C'était Hawks Pacers. Oui. C'était un peu la même vibe au début. C'était rebond def, une passe, tir à 3 points en première intention, et tu faisais ça pendant 4 allers-retours. C'était pas très beau au début. Et du coup, voilà, on fait rentrer Pods, et puis en fait, il fait un super match, quoi. Il fait un super match, bon placement défensif, il fait quelques interceptions parce qu'il lit bien les lignes de passe, il anticipe bien les écrans en ballon, il sait où la balle va arriver. Et puis en attaque, moi il me rappelle un peu, alors dans un profil physique totalement différent, mais il me rappelle un peu le rôle qu'avait André Iguodala dans les def line-up, tu sais, avec Iguodala en 4 et Draymond Green en 5. Parce qu'en fait, c'est beaucoup de slashing, beaucoup d'attaques du cercle, des pauses d'écran, de l'utilisation d'écran sur les fameux post split, donc on donne la balle à Draymond Green poste haut, poste bas, et ensuite on fait faire des écrans, on cible les écrans, et un faible volume à 3 points, tu vois. Il m'a un peu rappelé le Iguodala de l'époque. Et puis après, il y a ce cliché, enfin il fait un super match, il finit le match à 20 points, avec beaucoup de points dans le comeback au quatrième quart-temps. Mais tu vois, le cliché on dit souvent, tu vois, il fait les winning plays, il fait les actions qui te font gagner un match. Ouais. Et sur le comeback, c'est vraiment ça. C'est des trucs qui peuvent passer inaperçus, des box-out, des rebonds off. Il va se battre sur tous les ballons. Il va faire les bonnes passes, tu as des hockey assists, voilà. Donc, Pods, franchement, sur ce match-là, c'était à peu près la seule satisfaction sur des Warriors. Parce que voilà, Green, du coup, se fait sortir. Looney, c'est compliqué défensivement parce que Nurkic s'est vraiment régalé. Et puis Andrew Wiggins, je sais pas si tu l'as vu ces derniers temps, mais il est en manque total de rythme, quoi. Oui, il paraît que ça va pas très bien, Andrew Wiggins, ouais. Bah non, mais là, il est à contre-temps, quoi. Il est à contre-temps, il a pas de jus. Et le problème, c'est que Kuminga, Moody, quand ils rentrent, pareil, sont un peu sur courant alternatif. Et ça explique un petit peu le mauvais début de saison des Warriors, parce que au final, ton banc, on avait parlé premier match de la saison, mais ton banc fonctionne très bien. Ce Chris Paul, Dario Saric, ça fonctionne toujours bien. Tu rajoutes Pods, ça fonctionne très très bien. Mais tu as un vrai problème au niveau des starters. Donc, faudra voir ce que la suspension de Draymond Green crée en termes de line-up, en termes de changement justement des alignements des 5 de départ. Mais là, ouais, c'était un petit peu compliqué. Je sais pas, t'as une remarque sur les Warriors, parce que sinon j'ai un dernier point sur le match. Non, juste dire qu'effectivement, en plus la suspension de Draymond Green, on pourra en parler, mais ils n'ont pas non plus une profondeur intérieure qui est gigantesque. Hein. Golden State, c'est même un peu la faiblesse. Donc, après, on peut avoir des bonnes surprises du genre le rookie Tracy Jackson-Davis qui est déjà rentré 2-3 fois cette saison, qui a fait plus de bonnes performances. Oui. Je pense à un match à Denver ou des trucs comme ça. Donc voilà, techniquement, il y a des gens, mais une rotation intérieure qui va être composée de Kevin Looney, Darius Saric qui est plutôt un intérieur offensif à ce stade de sa carrière et un négatif en défense, et le rookie Tracy Jackson-Davis. Ouais, là, ça commence à être un peu chaud si Draymond Green est suspendu assez longtemps, quoi. Donc, un peu compliqué. Et juste, oui, sur Podziemski, moi, il me fait beaucoup penser à Quentin Grimes. Je sais pas si tu vois un peu dans ce côté agitateur, connecteur, justement. Le mec qui peut pas être... Quoique Pods peut être aussi un peu créateur, balle en main, etc. Quoi. Mais un peu le côté agitateur en attaque et en défense aussi très intelligent. Défense on-ball, pas forcément très grand sur des postes 3 ou 4, mais très premier rideau défensif, avec aussi de la défense en ballon. Je vois beaucoup de similarités entre ce genre de profil. Quoi. Dante DiVincenzo aussi était un peu comme ça dans ce rôle-là. Mais voilà, le côté un peu connecteur, agitateur et bon défenseur à la DiVincenzo, Quentin Grimes et Podziemski du coup. Ouais, la seule différence que je mettrais entre Pods et Grimes, c'est quand même le volume à 3 points. Ouais, dans le sens où Grimes est beaucoup utilisé. Enfin, le bon Quentin Grimes est un Podziemski,
le Quentin Grimes d'aujourd'hui qui est utilisé en tant que spot-up perd un peu le côté connecteur, quoi. Ouais. Ça va un petit peu mieux là sur les 2 derniers matchs, mais non, il y a ce rôle-là, et puis je trouve qu'offensivement ça m'étonnerait pas, tu vois, qu'il soit dans la starting line-up, quitte à mettre Klay Thompson sur le banc. Enfin, je sais pas si politiquement ça peut se faire, Oula. mais Ouais. ouais, ben, je sais bien, mais il faudrait peut-être y penser. Mais tu vois, en termes de connexion, justement parce que Draymond Green va plus être là, parce qu'il va manquer un petit peu ce côté, bah, justement, connecteur, qui va poser les écrans, qui va faire les passes justement pour Klay Thompson et Steph Curry. Donc, Ouais. donc voilà, j'ai hâte de voir les ajustements. Et puis le dernier point que je voulais aborder, on en reparlera après. Les Warriors, défensivement, bah, ils ont fait des prises à 2 sur Devin Booker assez tôt dans le match. Donc dès que Devin Booker passait le milieu de terrain, bah, ils envoyaient 2 mecs et forçaient les autres joueurs des Suns à faire, à forcer la décision, quoi, à faire la différence. Le Jazz l'avait déjà fait à l'époque sur Kevin Durant. Oui. Et je pense que Phoenix, typiquement, est une équipe contre laquelle tu peux faire ça. On en reparlera sur un autre match après. Mais parce que, en l'absence, Bill n'était pas sur le terrain à ce moment-là. Et je pense que c'est ça qui fait la différence aussi. C'est que Phoenix, si Bill et Durant ne sont pas sur le terrain, si t'as une seule des 3 stars, bah, il te manque un peu de création, de connexion derrière. C'est un peu plus des profils. C'est des profils défensifs, de role-player, de fin de ligne, quoi. Des Okoji, voilà. Mais et ça a plutôt bien fonctionné. Mais vas-y, hein, je t'en prie, enchaîne sur le côté blitz que tu voulais aborder Oui. plus généralement. Ouais, bah parce que ça fait, en regardant des matchs, je le vois de plus en plus, et ça, vendredi matin, vous écoutez ça lundi, mais vendredi, il y a eu le match Kings Thunder. Et justement, le Thunder l'a fait contre. Non, pardon, les Kings l'ont fait contre Shai Gilgeous-Alexander. Ouais. Donc, ils ont envoyé deux défenseurs très tôt dès qu'ils passaient le milieu de terrain. C'est pas réellement une prise à 2, puisqu'il n'y a pas volonté de trapper, que ce soit SGA ou Devin Booker. Il n'y a pas vraiment cette volonté de faire l'interception à ce moment-là. C'est juste, tu envoies deux joueurs sur le porteur de balle pour le forcer à faire une passe. Et ensuite, tu acceptes de jouer un tout petit moment à 4 contre 3, puisque du coup, voilà, la passe lobée, elle se fait facilement, et tu forces les autres joueurs à faire la différence. Justement, autant contre les Suns, ça avait plutôt bien fonctionné, autant le Thunder, parce que t'avais Jalen Williams, celui de Santa Clara, pas l'intérieur, Jalen Williams, qui était sur le terrain. Josh Giddey était pas sur le terrain, parce que sinon je pense qu'il l'aurait pas fait. Chet Holmgren était sur le terrain, donc tu as des joueurs qui ont un petit peu de création, et en fait ils sont capables d'exploiter ce 4 contre 3. Donc finalement ça n'a pas très bien fonctionné pour les Kings, et donc ils ont vite arrêté. Les Bucks l'ont fait un petit peu contre Tyrese Haliburton, mais parce que Haliburton a ce côté héliocentrique, où c'est vrai que si c'est pas Haliburton qui a le ballon dans les mains, l'attaque des Pacers perd vraiment en efficacité. Les Warriors l'ont fait contre les Suns avec Devin Booker, parce que Kevin Durant et Bradley Beal n'étaient pas sur le terrain. Donc c'est quelque chose que je me note un petit peu dans un coin de la tête à regarder sur les prochains matchs que je vais visionner. Ce côté, voilà, cette reine qu'on semble avoir dans la ligue aujourd'hui, c'est t'as un porteur de balle dominant, presque héliocentrique, bah en fait tu le trappes. Les gens le font aussi contre Luka Doncic. Puis là, Kyrie Irving absent, ça va peut-être les forcer à le faire encore plus. Donc voilà, c'est quelque chose à regarder. Et en fait, ça dépend vraiment des profils des 4 joueurs qui sont avec la star sur le terrain. Si tu as des connecteurs, des créateurs secondaires, il y a moyen qu'ils puissent exploiter les décalages, et que finalement ce soit pas forcément la défense la plus efficace. Même si quand tu fais ça, il y a aussi le côté, je vais essayer de casser le rythme de la star, du Doncic, du Haliburton, du Devin Booker. Je vais essayer de casser son rythme, un petit peu rentrer dans sa tête également. Quitte à prendre quelques paniers, c'est pas grave, sur l'ensemble de la rencontre, on a peut-être à y gagner. Voilà, donc c'est quelque chose que je m'étais noté là cette semaine, c'était un peu mon point tactique. Voilà, je sais pas si tu as des réflexions sur le blitz, sur ces prises à 2 très très tôt dans la possession, quitte à jouer 4 contre 3. Je crois que ce qu'il faut comprendre, et ça peut être assez contre-intuitif, mais en fait, la raison pour laquelle on joue beaucoup de ces couvertures agressives, c'est paradoxalement quand tu as notamment un intérieur qui est assez vulnérable en défense.
Et ça peut paraître contre-intuitif parce que tu te dis, bon, bah, si t'as quelqu'un qui est mauvais, tu vas plutôt pas essayer de le mettre dans des positions risquées, tu le fais rester en drop ou tu le fais sur des trucs un peu plus conventionnels, un peu moins agressifs, je veux dire. Donc, en un certain sens, ça peut paraître paradoxal, mais en fait, c'est précisément l'inverse, c'est-à-dire que plus tu as un intérieur qui va être mauvais en défense, plus tu as envie de faire ces couvertures agressives, parce qu'en fait, quand tu fais ce genre de blitz ou de trap, ou quand tu mets la pression sur le ballon avec un 2 contre 1 sur le ballon, en fait, tu déplaces complètement le point de tension de la défense. C'est-à-dire que ton mauvais défenseur intérieur sur pick and roll, en fait, si tu le laisses faire un drop, bah, il va être attaqué sur drop. Et donc, tout va dépendre un peu de lui, de son aptitude à pouvoir défendre le panier, pouvoir faire les bons angles, les bons déplacements, etc., faire l'action. D'ailleurs, est-ce que l'intérieur est assez grand ou pas? Voilà, t'as plein de facteurs comme ça. Alors qu'au contraire, quand tu le mets sur une prise à deux, tu vois, voilà, ça peut paraître contre-intuitif, encore une fois, mais Sabonis, qui est pas un bon défenseur, tu lui dis, vas-y, fais une prise à deux agressive. Mais en fait, le truc, c'est que tu fais ça pour le cacher, justement. Tu caches un peu ton mauvais défenseur sur la prise à deux. Et du coup, le point de tension de la défense, où est-ce que est tout l'enjeu, où se déplace tout l'enjeu, et qu'est-ce qui va faire que la possession peut être une réussite ou pas, c'est comment est-ce que derrière, ça peut gérer le fameux 4 contre 3, ou 3 contre 4, si tu es la défense. Et c'est là-dessus où je trouve, encore une fois, que il faut bien garder ça en tête, que c'est pas forcément ah ben j'ai un très bon défenseur, je vais avoir un truc hyper agressif, je peux me permettre d'être hyper agressif parce que j'ai un très bon défenseur. Non, effectivement, c'est l'inverse, c'est plutôt on va cacher le mauvais défenseur sur une prise à deux, notamment là je pense aux Kings, qui le font assez régulièrement, et pour déplacer un peu l'enjeu, pour dire ça ne va pas dépendre de Sabonis, on n'a pas envie que ça dépende de Sabonis, donc on le met sur une prise à deux, on force la balle à aller ailleurs, et à quel point notre possession défensive va être bonne ou pas, on fait en sorte que ça soit de par les autres, de par le deuxième rideau défensif, et c'est exactement aussi ce que faisait au début Denver aussi, avec Jokic, à partir de 2018 ou 19, ils ont commencé à faire ça, non pas parce que Jokic était hyper capable d'être étouffant sur des prises à deux, mais au contraire pour déplacer un peu l'enjeu de la possession, pour déplacer le point de tension et pour le mettre derrière, avec les fameux Millsap, Torrey Craig, Jeremy Grant, Gary Harris qui était en deuxième rideau, et ça tenait parce que derrière, ces joueurs-là étaient capables de performer sur le 3 contre 4, et à l'inverse, tu vois, il y a aussi ça, en général. Et puis aussi, après, tu as certains cas, effectivement, où les Lakers, qui sont un peu une des exceptions ou l'exception, oui, en finale du tournoi contre les Pacers, pourquoi est-ce que tu fais une prise à deux avec Anthony Davis sur le pick and roll? C'est pas que pour cacher Anthony Davis, c'est parce que il est tellement grand et tellement mobile et tellement bon que là, oui, la prise à deux, elle sert à étouffer le passeur, et c'est ce qui a très très bien marché sur ce match-là. Mais voilà, c'est un peu aussi à nuancer les types d'utilisation de ce fameux 2 contre 1 sur ce blitz sur pick and roll. Ça peut aussi dépendre de ton personnel, et pourquoi en fait. Pourquoi est-ce que tu fais ce type de défense? Ça peut varier selon les cas en fait. Ok. Oui, donc le fameux Indiana Milwaukee, tu voulais aussi détailler un peu, tu as commencé à le faire, mais tu voulais aussi détailler quelques éléments un peu intéressants. Oui, oui, c'était du coup la revanche de la défaite au In-Season Tournament. Et je voulais parler plus spécifiquement au deuxième quart-temps, à partir de 6 minutes, à la moitié du deuxième quart-temps, on a eu une magnifique bataille tactique autour du pick and roll, autour de Tyrese Haliburton. Ouais. Je vous mets le contexte, il reste donc 6 minutes. On a Miles Turner qui est sur le terrain, et donc forcément, Brook Lopez est sur le terrain, donc on fait du drop. C'est Malik Beasley qui défend sur Tyrese Haliburton. Pick and roll central, assez haut. Lopez, du coup, fait du drop vraiment très très bas, enfin du deep drop comme on connaît. Finalement, en fait, Miles Turner ne pose pas vraiment l'écran, c'est plus un slip pick and roll, enfin il est pas vraiment posé. Le problème, c'est que Malik Beasley anticipe tellement l'écran, rentre tellement dans ses schémas de tiens, on va faire du drop avec Brook Lopez, donc moi je dois être où? Moi je dois surpasser l'écran, donc je vais être derrière Tyrese Haliburton. Alors qu'au final, il n'y a pas d'écran, donc il aurait pu rester devant. Du coup, Beasley se retrouve derrière Haliburton. Lopez est en deep drop. Qu'est-ce que fait Haliburton? Il prend le flotteur au niveau de la ligne des lancers, il le rentre.
On pourrait se dire, bah tiens, c'est un bon tir. C'est ça l'objectif du drop. C'est de donner des tirs à mi-distance, donner des flotteurs qui sont les tirs les moins efficaces sur le terrain. Sauf que Haliburton, il est à 55% de réussite sur mid-range. Au niveau de la ligue, c'est le 5e, derrière des intérieurs qui prennent beaucoup de flotteurs, du Zubac, Nikola Jokic, Ivica Zubac, Jarrett Allen et Andrew Nembhard, l'autre extérieur des Pacers. Ouais. Donc Haliburton, 55% de réussite sur le mid-range, c'est un très bon tir. En mort, Indiana, Miles Turner sort, il est remplacé par Isaiah Jackson, et Bobby Portis rentre pour les Bucks. Donc, Adrian Griffin change un petit peu de coverage et il se dit, bah tiens, non, je veux pas que ce soit Lopez qui soit impliqué sur le pick and roll avec Haliburton. Donc, je vais mettre Brook Lopez sur Obi Toppin et je vais mettre Bobby Portis sur Isaiah Jackson. Donc, je mets mon poste 4 sur le poste 5 et mon poste 5 sur leur poste 4 pour que quand ils posent l'écran, c'est Isaiah Jackson qui va le poser, bah c'est Bobby Portis qui va être le défenseur du poseur d'écran. Donc, Bobby Portis, on l'envoie un petit peu en soft edge, voilà, on le met à hauteur de l'écran, donc on fait plus du drop, mais on l'envoie en soft edge. Même chose, Malik Beasley anticipe encore l'écran, donc part à gauche, Haliburton rejette l'écran, part de l'autre côté et remet un flotteur tout seul parce que il a rejeté l'écran et Malik Beasley avait un peu anticipé. L'action d'après, Isaiah Jackson vient poser l'écran. Cette fois-ci, on fait du switch, donc Bobby Portis switch sur Tyrese Haliburton. Du coup, on se retrouve avec Malik Beasley sur Isaiah Jackson. Apparemment, c'était pas totalement prévu ce switch, parce que Beasley veut absolument revenir sur Tyrese Haliburton. Tu vois qu'il y a une communication entre les deux. Beasley veut absolument revenir avec Haliburton. Portis, lui, reste sur Haliburton. Du coup, Isaiah Jackson se retrouve tout seul au milieu de la raquette. Boulet de passe de Tyrese Haliburton et 2 points pour Isaiah Jackson. Temps mort, fin de l'expérience. On sort Malik Beasley, parce que là, ça fait quand même 3 fois qu'il se loupe un petit peu sur le coverage du pick and roll. Et on met Andre Jackson Jr. en mission sur Tyrese Haliburton. Le même qui s'était un peu planté face à Luka Doncic, hein. Tu nous en avais parlé d'ailleurs. Ouais, exactement. Voilà, exactement. On va en parler. C'était ma note. Andre Jackson se retrouve du coup sur Haliburton. Lopez revient sur Isaiah Jackson. Et donc, on reprend du drop. Andre Jackson, forcément, passe au-dessus de l'écran, se retrouve dans le dos de Tyrese Haliburton. Tyrese Haliburton fait la spéciale Luka Doncic, le mec il est dans mon dos, je vais attendre qu'il me rentre dedans et il provoque la faute de lancer. Voilà, donc Andre Jackson il fait la faute qu'il avait déjà fait beaucoup contre Luka Doncic. Temps mort ou changement, Miles Turner rentre à nouveau, ça se passe vraiment en 2 minutes la séquence, il y a beaucoup de changements mais ça se passe vraiment en 2 minutes. Miles Turner rentre, Giannis Antetokounmpo qui était pour l'instant sur le banc rentre aussi. Et donc, avec Giannis, finalement, les Bucks finissent par blitz Haliburton sur le pick and roll. Donc, Giannis sort vraiment fort sur l'écran. Andre Jackson, pareil, passe au-dessus et donc ils font une espèce de prise à 2 sur Haliburton. Pocket pass pour Miles Turner au niveau de la ligne des lancers qui prend un tir à mi-distance. Ça rentre, mais finalement, pour les Bucks, un tir à mi-distance de Miles Turner relativement ouvert, certes, ça reste le meilleur tir qu'ils ont concédé de toute cette séquence. Ouais. Action suivante, Spain pick and roll pour Haliburton. Et puis là, forcément, sur le Spain pick and roll, les Bucks, sur l'ensemble du match, ils switchent le premier écran. Donc, Giannis se retrouve à switcher sur Haliburton. C'est normal, c'est ce qu'ils font sur Spain pick and roll. Et donc là, Giannis se retrouve sur Haliburton. Et puis il le contre. Haliburton essaie de le driver main droite et puis contre de Giannis. Action suivante, après la touche ligne de fond, pick and roll entre Buddy Hield et Miles Turner. C'est Giannis qui défend sur Miles Turner. Il switch, interception de Giannis, 2 points derrière. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette longue séquence qui finalement a duré que 2 minutes? Les difficultés de Malik Beasley. Les copains de QI Basket en ont parlé. Il me semble que vous en avez parlé la semaine dernière avec Azad aussi. On en avait parlé la dernière fois. Si tu fais du drop, il te faut aussi un défenseur sur le porteur de balle qui soit capable de surpasser l'écran et de défendre en étant derrière et de repasser devant. Joe Holiday le faisait très bien, Eric Bledsoe le faisait très bien. Le profil intéressant de Andre Jackson avec des répétitions, parce que pour l'instant il y a encore beaucoup de fautes, mais on sent que c'est sûrement lui la clé sur cette défense de porteur de balle sur pick and roll. Et puis ensuite, des deux côtés,
bah, on a un cheat code. On a le cheat code à Liberton qui peut exploiter à peu près tous les coverages que tu lui envoies. Et de l'autre côté, on a le cheat code Giannis Antetokounmpo défensivement, que si tu fais défendre sur le poseur d'écran, bah, tout d'un coup, tu peux faire du blitz, tu peux faire du edge, tu peux switcher, et tu concèdes beaucoup moins d'avantages. Et puis la dernière conclusion, bah, c'est la volonté d'Adrian Griffin Jr. de mixer les coverages, de mixer les couvertures. Non, pas Junior. Junior, c'est celui d'Atlanta, FD. C'est le joueur voilà, d'Atlanta. Adrian Griffin. Senior. Adrian Griffin senior. Bah, du coup, t'as pas senior, peut-être Adrian Griffin tout court. Tout court. De mixer, de varier et de tenter des choses. C'est un petit peu ce que Budenholzer avait fait sur ces dernières saisons. En saison régulière, il tente des choses. Et puis en playoff, on reviendra à ce qui est le plus efficace. Donc sûrement du drop avec Brook Lopez et sûrement du switch ou du blitz avec Giannis Antetokounmpo. Voilà. Ouais. Bon, alors on va dire qu'on va dans la bonne direction, a priori, défensivement. Mais pour le coup, moi, encore une fois, on en a parlé la semaine dernière, mais j'ai pas trop d'inquiétude pour l'attaque des Bucks, en fait. Hein. Moi, je sais que ça drôle quand même pas mal. D'ailleurs, la demi-finale ou quart de finale contre vous, contre les Knicks, c'était surtout de l'attaque qui avait été énorme, ouais, au tournament. Ils ont eu 140 points. Ouais. Ouais. Mais c'est effectivement pour moi le point clé de cette saison. Bizarrement, je pensais pas dire ça il y a 6 mois, et on pensait pas dire ça de cette équipe de Milwaukee, mais le point clé ce sera la défense. Ok pour ce match-là, je veux pas en parler trop parce que moi je ne l'ai pas vu, donc je ne peux pas en parler. Ouais, j'ai juste un dernier point. Vas-y, je t'en prie. Si tu me permets, juste un dernier point. Adrian Griffin, il faudrait pas junior du coup, pas senior, neutre. Il faudrait. Alors, ça, pour l'instant, pour le match, ça va fonctionner parce que les Pacers ont la pire défense de la ligue dans la raquette. Mais les systèmes ATO, les after timeout, pour des post-up de Bobby Portis, peut-être qu'un jour, il faudra arrêter. Parce que ouais. Il y a eu 3 temps morts sur le match où derrière, bah, en fait, c'est un cross-screen, c'est un écran entre intérieurs pour donner la balle à Bobby Portis au poste bas. Pour le coup, ça fonctionnait parce que Isaiah Jackson est assez longiligne et donc n'a pas très très bien défendu le post-up. Bobby Portis, c'est la 3e plus grande fréquence de la ligue au post-up. Ouais. Donc sur ses possessions, combien finissent par un post-up, c'est derrière Bam Adebayo et Nikola Jokic. Et je voulais parler de ça parce que il est à 0,95 de points par possession, donc dans la moyenne NBA sur ce type d'action, sur le post-up, et bien en deçà de la moyenne NBA sur toute action confondue. Et je voulais parler de ça pour renvoyer à un article d'Azad qui est sorti la semaine dernière dans QI Basket, sur justement la dichotomie entre le post-up un petit peu traditionnel, le post-up de finition, où on va demander au joueur qui prend le post-up de finir, et le post-up un peu plus moderne, le post-up de création. On voit bien la différence entre Bobby Portis, qui est vraiment dans un post-up de finition assez peu efficace, et Bam Adebayo, et surtout Nikola Jokic, qui sont plutôt dans un post-up de création, qui pour le coup donne des meilleurs tirs. Oui, c'est comme on dit aussi avec Antoine cet été, le point clé en fait du post-up maintenant, c'est le passing en fait. Hein. C'est surtout ça qui peut tout déterminer sur du post-up, plus que les qualités même de score en elles-mêmes. Mm-hmm. Mais oui, alors du coup, j'étais en train de voir, Adrian Griffin était l'assistant de Nick Nurse pendant 5 ans. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il est bon en ajustement défensif, mais que l'attaque, il y a des systèmes où on reste un peu sur notre faim. Et d'ailleurs, il a été assistant de Milwaukee, saison rookie de Brandon Jennings, 2009-2010. C'était il y a longtemps. Et donc de Scott Skiles, a priori. Bref, je me perds. Je me demande si... Oui, bref, non, on va pas développer. Tu veux faire l'arbre généalogique de Scott Skiles en NBA ? Non, mais parce qu'ensuite, je vois qu'il a aussi été assistant au Magic, et je me demande si c'est pas la période où justement il y avait Scott Skiles qui était revenu au Magic, mais c'était il y a longtemps. Bref, donc le match dont moi je voulais parler, c'était un peu Cleveland-Boston pour cette semaine. Alors le premier, parce que le deuxième, j'ai pas pu le voir encore, mais le premier était vachement intéressant entre Cleveland et Boston, et pour différents points. Le premier, c'est que je crois que Boston, avec Jrue Holiday et Derrick White, enfin, je veux dire, il y a des actions de défense en premier rideau qui sont absolument phénoménales. Alors, derrière, la défense sur pick and roll, c'est Porzingis, on lui fait faire un deep drop, donc on le fait vraiment descendre très très bas par rapport au niveau de l'écran, pour laisser, entre guillemets, pour protéger le panier et laisser la zone de mi-distance ouverte, si quelqu'un préfère prendre ce tir-là qu'aller au panier. Et je crois que Boston, c'est
une des seules, voire la première équipe que je vois où l'équipe adverse est obligée de faire un plan de jeu et des systèmes pour contrer non pas le défenseur de drop, mais pour attaquer les défenseurs en premier rideau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y avait plein de systèmes qui étaient faits non pas pour essayer de gêner le drop de Porzingis, mais plutôt de gêner soit Derrick White, soit Jrue Holiday au début de l'action et au début du pick and roll. Et alors au début, tu as quelques actions très spectaculaires de la part de Derrick White qui, tu le fais bouger dans tous les sens, tu le fais aller à droite et puis ensuite à gauche et puis ensuite il contre quand même le tir de Donovan Mitchell. Tu as un pick and roll de Garland où il arrive plein centre du terrain lancé. Donc Derrick White est un peu en retard, mais il revient sur Jarrett Allen et il arrive à contrer et empêcher un dunk. Enfin, voilà, il y a plein d'actions comme ça et Boston est tellement fort en premier rideau que voilà, Cleveland a été obligé non pas de faire des actions pour contrer la présence de Porzingis proche du panier, essayer de le faire monter plus haut, essayer de faire plonger dans son dos Jarrett Allen, essayer de lui faire faire un écran pour libérer un passage ou des trucs comme ça. Non, le plan de jeu contre Boston, si tu veux t'en sortir, tu es obligé de faire un plan de jeu contre les défenseurs du premier rideau. Et ça, c'est quand même pas commun. Et il y a des fois où Cleveland y est arrivé, hein, il y a pas mal de petits systèmes assez intéressants, notamment en utilisant un peu Max Strus, qui venait juste pour faire acte de présence, prendre le ballon et faire moi ce que j'appelle un pitch back de suite. Il prend le ballon, il le rend directement, mais comme Boston aime bien faire des switches, on sait pas trop si Derrick White et Jaylen Brown doivent switcher directement, et du coup ça fait un mini cran de retard pour Derrick White ensuite sur l'écran. Il y a des side pick and roll, pareil avec cette notion du pitch, donc quelqu'un qui vient, qui prend la balle, qui de suite la redonne, du coup tu sais pas si, mais du coup est-ce qu'on switch ou pas, qui ont été utilisés, qui ont été pas mal. Donovan Mitchell a trouvé deux ou trois contre-moves sur ce truc, mais c'était assez intéressant. Et puis aussi autre thème, je crois qu'on en avait déjà parlé aussi plus tôt dans la saison, je sais pas si tu te souviens, mais le fameux Jrue Holiday en pivot. Je sais pas si ça te dit quelque chose, ça, Jrue Holiday utilisé en pivot contre Joel Embiid et contre Karl Anthony Towns. Et bien là, c'était pas Jrue Holiday qui était utilisé en pivot, c'était Jason Tatum. C'était parce que justement Cleveland a deux bons extérieurs, donc Derrick White devait être sur Garland et Jrue Holiday devait être mis sur Donovan Mitchell ou l'inverse. Et du coup, qui c'est qu'on a mis sur Jarrett Allen? C'était pas Porzingis, parce que justement le but c'est de garder Porzingis loin du ballon et loin du pivot pour qu'il puisse un peu faire le safety. Cette fois c'était Tatum qui en deuxième mi-temps s'est tapé d'être un peu le pivot de facto. Donc voilà, ça fait, je voulais juste mentionner ça parce que ça fait partie un peu de cette mouvance qu'on observe cette saison, non seulement sur le côté safety défensif, mais en plus de Joe Mazzulla, qui est de plus en plus créatif sur ses match-ups et ses façons d'utiliser les défenseurs, et donc notamment Porzingis, on aime bien le garder loin de l'action. Et donc cette fois, ça a été Tatum qui a été obligé de défendre un peu sur Jarrett Allen, qui en plus, donc Jarrett Allen n'a pas du tout le jeu en post-up pour aller punir ce genre de match-up. Mais voilà, quelques petites actions créatives de la part de Joe Mazzulla. Match hyper intéressant d'ailleurs, ce Cleveland-Boston. Si vous avez un peu des matchs en retard à revoir cette semaine, je vous le conseille. Et puis, je crois que... est-ce que tu avais d'autres matchs dont tu voulais parler, toi, FD, ou pas? Je me perds dans mes notes. Moi aussi. Non, je crois que j'ai fait le tour, moi. Alors moi il me restait, j'ai vu Denver-Atlanta aussi, qui était assez intéressant, et je crois que ce que j'ai retenu et ce que je voulais mettre en lumière sur ce match-là, c'était, alors j'arrive pas à prononcer son nom, Strawther, c'est ça, le rookie Strawther. Strawther avec le W là. Oui. Julian je dirais Strawther, quelque chose comme ça. Il sort de Gonzaga. La petite fac. La petite fac de Gonzaga. D'accord. Donc je comprends, du coup. Je comprends. Non, je voulais le mettre en lumière parce qu'il y avait un côté... J'adore son profil, vraiment, parce qu'il y a un côté shoot d'élite, mais vraiment d'élite. Il y a un aspect où il est capable d'organiser son shoot, entre guillemets, c'est-à-dire que il est pas du tout en position, il a le ballon, il arrive pas, il dribble pas bien, ou alors le ballon, il est obligé de le ramasser le ballon, et en un quart de seconde, il est capable tout d'un coup de se réorganiser, le bon alignement, les bons appuis, le coup de bien placé, et déclencher le tir. Donc vraiment un setup du tir qui se fait de manière immédiate. Donc il y a un côté shoot d'élite, il y a un côté qualité athlétique aussi que je trouve assez intriguant. Alors, pardon, peut-être ça va en énerver certains, mais je trouve qu'il a beaucoup de ressemblances physiques avec Jordan Poole en termes de vitesse d'appui, en termes de flexibilité,
et il fait des des enjambées très très grandes aussi par rapport à sa taille, donc il a cet aspect-là que je trouve très intéressant sur drive. Et puis surtout, non, ce qui m'a vraiment impressionné contre les Hawks, c'était sa défense sans ballon, qui a été vraiment vraiment magnifique, avec des rotations un peu partout, tout le temps. Et j'avoue que je voyais ça un peu comme quelqu'un qui, je l'avais pas trop observé pour l'instant, hein, c'est un rookie normal, mais je voyais ça comme un très bon shooter. Là, la performance de défense off-ball qu'il a pu faire contre les Hawks, ça m'a vraiment beaucoup plu. Et ce qui fait que, ouais, en fait, on est peut-être sur un profil beaucoup plus viable que simplement, tu sais, le shooter un peu gadget, quoi. Donc, ça, j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup de rotation intelligente, beaucoup de protection du panier aussi, où, ben voilà, il est pas grand, mais c'est un arrière ailier, mais il fait au moins la rotation, il fait acte de présence au moins, et ça altère un peu l'action. Oui, juste noter quand même les 3 dernières drafts de Denver que je trouve quand même très très bonnes, Ouais. où ils sortent à chaque fois avec soit Christian Brown, soit Peyton Watson, soit Oui. du coup Julian Strouter. Voilà, pour le coup, Peyton Watson à l'époque, enfin même en fait les 2 picks, Peyton Watson et Christian Brown à l'époque, étaient vraiment décriés pour des raisons différentes. Peyton Watson parce qu'il était pas prêt, Christian Brown parce qu'il était trop prêt. Et voilà, et puis là ils Trop en vieux. sortent, oui, mais champions, mais ils en sortent 3 role players intéressants, à voir s'ils pourront s'ils pourront les utiliser aussi loin en playoff qu'ils ont pu utiliser leur banc l'année passée. Mais voilà, il y a quand même 3 jeunes joueurs là à noter. Ouais, non, et puis même, on peut remonter même jusqu'à... Enfin, Denver a toujours très bien drafté, hein. Zeke Nagy aussi, au final. Hein, Alors, Zeke Nagy, apparemment apparemment, le cas est controversé. Certains l'aiment pas trop. ouais. Pour l'instant, c'est un défenseur de switch-all que j'apprécie pas mal, mais effectivement, il y a rien non plus d'extraordinaire. Mais non, mais je veux dire, Gary Harris, qui est dans la loterie, qui développe superbement. Bon, Jamal Murray, évidemment. Il y a l'échec de Moodier, mais après, tu vois, même la QV un peu plus tardive de, comment il s'appelle? Malik Beasley, justement, et Juancho Hernan Gomez, ils en avaient fait des très bons joueurs qu'ils avaient développés et draftés. Donc, je pense que Denver a cette compétence, mine de rien, depuis pas mal d'années de faire ça. Donc, oui, effectivement, un peu Julian Strouter dans cette lignée-là. Et puis, donc, pour finir, le Dallas-Minnesota de jeudi soir, que j'ai trouvé très intéressant. Et je m'attendais à voir une bataille sur pick and roll. Effectivement, on a eu ça. On a eu ça, c'est-à-dire que va faire Luka Doncic et son pick and roll face à la défense de Minnesota. Et au final, je crois que Minnesota a fini par remporter le combat, alors qu'à la mi-temps, j'aurais dit que c'était l'inverse. Mais alors, il faut dire qu'en début de match, ils ont commencé avec Rudy Gobert déjà sur Derek Lively. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on sait que Minnesota aime bien justement un peu libérer parfois Rudy Gobert de ses responsabilités et le faire un peu aller en safety, justement. On le met sur quelqu'un d'autre et comme ça, il peut aider au panier un peu plus librement que d'être impliqué sur le pick and roll. Là, en l'occurrence, Derek Lively et Luka Doncic, c'est un combo beaucoup trop fort sur pick and roll pour que tu puisses mettre Karl Anthony Towns, en fait. Donc on a fait ce choix-là et on a fait faire à Gobert, du drop. Sauf que le problème, c'est qu'avec du drop, Luka Doncic, il va où il veut, quoi. Il va sur ses spots préférentiels parce que tu lui donnes cet espace-là. Et donc, il y a eu un ajustement qui a été fait ensuite de commencer à pratiquer du edge, y compris avec Gobert. Sauf que Gobert, ensuite, a été il y a eu des problèmes de faute, donc il a été obligé de sortir. Mais là-dessus, on connaît aussi Luka Doncic. Pour passer par-dessus une prise à 2, il est très fort. En plus, Derek Lively a fait quelques actions aussi sur short roll dont il est capable. Très bonnes actions où, dans l'entrejeu, il doit faire la bonne décision. Et il le fait, que ce soit pour faire des passes, mais aussi, d'ailleurs, pour ensuite faire un ou dribble ou deux, faire un Eurostep et, et contourner le défenseur au panier et marquer. Donc ça, c'était un peu l'acte 2. Et puis, il y a aussi un truc que Dallas a fait, au bout d'un moment, c'est de se dire, finalement, si vous voulez mettre la pression sur le pick and roll, ok, Luka Doncic va attaquer, tout simplement, sur isolation. On fait pas venir d'écran, on fait attaquer Doncic sur ISO, et c'est ça aussi la force de Luka Doncic et de Dallas, c'est que Doncic peut attaquer sans écran, en fait. Et même face à Jaden McDaniels. C'est-à-dire que McDaniels, c'est très bon pour traverser les écrans et revenir en position, etc. Mais voilà, si tu le fais, Doncic est tellement grand et tellement imposant que il va à son rythme, il va au panier à partir d'une isolation, il peut aller sur ses spots, quoi. Donc ça a été le premier contre-move de Dallas qui a fait ça. Et Doncic s'est un peu régalé, donc contre McDaniels, contre Kyle Anderson, il allait directement au panier sans écran, avec parfois même on faisait venir un écran, un Gortat, tu sais, donc un écran non pas pour Luka Doncic dans le périmètre, mais on essayait d'un peu de bloquer le protecteur de panier autour du panier. Bref, donc ça c'était un peu le contre-move. Et puis ensuite, deuxième mi-temps, Gobert est revenu avec des vraies minutes, donc, et a de nouveau pratiqué du edge.
Et en fait, je crois que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça peut paraître évident de faire du drop parce qu'il n'a pas forcément un pull-up à mi-distance. Mais le problème, c'est que si tu fais du drop avec Luka Doncic, en fait, tu lui donnes un peu un espace, suffisamment d'espace pour qu'il prenne de la vitesse et en fait, enfin, même pas prendre de la vitesse, qu'il puisse aller sur ses spots à l'intérieur, quoi. Et même si, à la fin du pick and roll, t'as toujours Jaden McDaniels qui est collé à Luka Doncic, mais en fait, Doncic, contre Doncic, on s'en fiche parce que ça marche pas. Ça marche tout simplement pas. Même s'il a McDaniels en plein sur lui, bah, il enchaîne sur un post-up, il enchaîne sur un petit flotteur, enfin, il arrive quand même à faire ses trucs, donc c'est là-dessus où ça peut paraître contre-intuitif, mais le drop contre Doncic, ça marche pas parce que si tu lui donnes trop d'espace sur ce fameux drop, ben en fait, il va au panier, quoi. Il va directement au panier et ça lui plaît. Et donc, d'où l'intérêt de faire un edge, parce que avec le edge, tu fais monter Rudy Gobert au niveau de l'écran et en fait, tu stoppes Luka Doncic avant même qu'il puisse faire son action nord-sud, quoi. Avant même qu'il puisse pénétrer à l'intérieur de la ligne à 3 points et de la raquette. Et c'est comme ça que la tactique a aussi bien marché. C'est parce que, en fait, tu coupais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais tu coupais un peu le mouvement dès le départ, quoi. Bah c'est ça. Luka Doncic, une fois qu'il arrive au cœur du jeu, il a trop d'outils, en fait, pour punir n'importe quel move défensif. Si ça vient suraider, bah, il a le playmaking pour faire la bonne passe. Si ça vient pas assez aider, il a le scoring individuel pour te punir. Donc effectivement, le move, c'est, bah, en fait, il faut l'empêcher. Il faut l'empêcher de rentrer au cœur du jeu, et c'est ça, c'est des défenses un peu agressives sur pick and roll qui peuvent te permettre de faire ça. Après, il y a aussi d'autres compromis, hein, parce que si tu fais ça, bah oui, tu mets un peu trop de pression au niveau de l'écran, il peut trouver la solution ailleurs, quoi. Donc il y a forcément un compromis et il faut bosser derrière, quoi. Mais en effet, la tactique, c'était de se dire, bah non, on va pas faire un drop, même si Gobert est fantastique sur drop et même si on a quelqu'un qui peut traverser les écrans comme McDaniels. D'ailleurs, la fameuse tactique avait marché si bien contre les Warriors. Sauf que contre Luka Doncic, ça marche pas parce que lui, tu lui laisses de l'espace pour aller sur son spot préférentiel. Lui, il le prend. Il le prend parce que la manière dont Doncic fonctionne, c'est pas de la création de décalage, c'est pas mettre un coup d'accélérateur pour créer le décalage. Non, lui, il va sur ses spots et il est tellement grand, tellement bon sur son toucher de balle, etc. que une fois qu'il y est, bah, c'est trop tard, quoi. Donc essayer de couper le plus tôt possible, de empêcher Luka Doncic de gagner en momentum, si on peut dire, c'est la tactique qui a marché. Et ça me fait penser un peu, tu sais, à certains cas de Draymond Green ou Ben Simmons quand il était dans son prime, où t'avais envie un peu de pas les respecter du tout. Mais sauf qu'en fait, si tu restes trop loin de eux, bah, tu leur donnes trop d'espace pour que du coup ils commencent à accélérer et fassent un drive. Et c'est là-dessus où tu peux te dire, c'est contre-intuitif, hein, mais tu te dis, bah non, mais ils ont pas de pull-up, donc on peut les abandonner. Mais sauf qu'en fait, si tu laisses trop d'espace, au bout d'un moment, bah, le mec, il va entamer son dribble, et il a trop d'espace, il y a personne devant lui, il va gagner en vitesse, et il va aller au panier, quoi. Et c'est un peu le même principe ici. Ce qui a pas aidé, c'est que, effectivement, on a certains line-up de Dallas, et je pense notamment à Derrick Jones Jr., où il y a toujours un non-shooter sur le terrain, et ça permet à Minnesota d'avoir une valve de décompression. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais dès que tu as un non-shooter, c'est plus facile de maîtriser le surnombre derrière, quoi. Tu as toujours quelqu'un à abandonner. Et voilà, si tu avais un Luka Doncic dans un spacing parfait avec que des bons shooters, peut-être que cette technique de edge, elle marcherait moins aussi, quoi, en un sens. Mais voilà, voilà pour ce match. Tu me dis si tu as des choses à rajouter. Si ce n'est aussi le retour de Dante Exum, d'ailleurs, qu'on peut noter, qui a fait une semaine d'enfer et qui commence un peu à gagner sa place à Dallas. Non, mais moi j'ai toujours aimé ce joueur. Je l'ai aimé de manière non rationnelle pendant un moment parce que c'était plus efficace et il n'avait pas été mis dans un contexte. Mais là, pour le coup, ou dans un contexte où tu as assez de créateurs autour de lui et les décalages sont déjà faits quand tu reçois le ballon et il a juste à les amplifier, il est parfait dans ce rôle-là, en fait. Donc voilà pour les affiches de la semaine. Et donc, on peut passer à notre partie focus. Et aujourd'hui, on n'a pas un thème libre. On n'a pas une stat de la semaine. On a un scouting de la semaine. Et je crois que tu voulais nous parler de Dua Lipa, c'est ça? Alors, plus sérieusement, à la base, je voulais parler de Sheldon Sharp. Et puis après, c'est un petit peu, comment dire, j'ai un petit peu dérapé. Je vous explique. Je voulais faire un point d'étape sur Sheldon Sharp. Où est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ces 2 dernières semaines?
puisque en fait, il y a une progression statistique évidente sur les Ouais. dernières semaines pour Shadon Sharp, qui a commencé la saison un petit peu dans le dur, et puis là, qui avait enchaîné les bonnes performances statistiques. Euh, et notamment, en fait, il y a un match qui m'avait particulièrement intéressé, c'est, il me semble, je vais essayer de retrouver le box score. C'est un match contre les Pelicans où il doit finir le match à 15 sur 17 au tir, quoi. Et là, je me suis dit, ouf, il s'est passé quelque chose. Je vais essayer de retrouver la ligne de stats exacte. Et voilà, non, pardon, c'était contre Cleveland. Il fait un match contre Cleveland où il finit à 11 sur 15 au tir, donc 4 sur 7 à 3 points. Donc ça veut dire que il fait, euh, il fait 7 sur 8 à 2 points, avec en plus 10 rebonds, 5 passes décisives. Et là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à regarder, puisqu'il il finit son match voilà, à presque 100% de réussite à 2 points. Et donc je me dis, tiens, je vais aller regarder où en est notre ami Shadon Sharp, puisque c'est vrai que Shadon Sharp, on voit les dunks, on voit les actions athlétiques anormales, mais parce que ça a toujours été un athlète anormal. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe un peu au-delà de ça? Et puis en fait, en m'y intéressant, j'ai vu qu'il manquait Malcolm Brogdon, j'ai vu qu'il manquait DeAndre Ayton, Anthony Simons était toujours blessé, et Scoot Anderson était blessé, slash mis au repos, slash mis sur le banc. Donc en fait, on était dans un moment un peu héliocentrique pour Sheldon Sharp, où on lui a dit, bah tiens, voici les clés de l'attaque, fais-en ce que tu veux. Et donc forcément, on a vu une hausse du volume statistique. Euh, mais je me suis dit, est-ce qu'il y a autre chose que juste un joueur qui augmente son volume de création et qui du coup voit ses stats augmenter? Tu sais, c'est un peu le syndrome Spencer Dinwiddie l'année où à Brooklyn, on lui donne les clés du camion alors qu'avant c'était une troisième option offensive. Ou l'exemple le plus flagrant qu'on ait eu sur ces 5 dernières années, c'est l'année où Jeremy Grant part des Nuggets et va jouer aux Pistons. Oui, oui, oui. Je sais pas, tu te rappelles de Oui, voilà, oui, bien sûr. où il passe de troisième, quatrième option offensive à Denver à porteur de balle principal d'une équipe où il n'y a pas grand chose autour de lui, et puis on se dit, mais en fait, mais Jeremy Grant est-il un scoreur d'élite? Ah ben, je me souviens même d'il y a 10 ans, avril 2013, où on nous a fait croire que Tobias Harris était un go-to guy à Orlando. Mais c'est juste qu'en fait, Oui, il y en a toujours un petit peu. Et je me suis dit, bah tiens, est-ce qu'on est dans ce cas-là avec Shadon Sharp? Et en fait, en regardant les matchs, enfin, il y a Baptiste qui a mis un tweet là-dessus en disant qu'il était, il a un hate account de Chauncey Billups. Si on s'en base que sur l'utilisation de Shadon Sharp, je suis assez d'accord. Puisque en l'absence, je rappelle l'absence de Brogdon, de Anthony Simons, etc., il a essayé de faire de Shadon Sharp un joueur de pick and roll. 32% cette saison, 32% son utilisation passe par le pick and roll. Mais en fait, il n'est pas encore prêt, Shadon Sharp. Il n'est pas ouais. encore prêt, ce qui fait que malgré une efficacité intéressante à 3 points, il est à 36,5% à 3 points par match, son efficacité globale est pas bonne du tout. Il est à 55% de true shooting percentage. J'ai pas la stat de TS+, mais on est bien... 93 de true shooting plus. C'est très Voilà. mauvais. Non, mais... Donc, on a du scoring, un volume... voilà, il est à 18 points par 75 possessions. Donc, c'est intéressant. Voilà, c'est 75e pourcentile de NBA. Pas efficace du tout. Pourquoi? Parce que on l'utilise dans un rôle où on lui demande d'aller finir au cercle pour l'instant. Malgré ses qualités athlétiques, il est que à 57% de réussite au cercle cette année. Ouais. Donc on est bien en deçà de la moyenne NBA. Et puis surtout, il a un régime de tir où il prend du mid-range. Il prend 3,8 mid-range par 75 possessions. Donc voilà, il est 70e pourcentile d'utilisation à mi-distance. Et il n'est pas du tout efficace là-dessus, il est à 34% de réussite. Tu vois, on parlait avant Tyrese Haliburton, 55% de réussite, là on est à 34%. Sur un volume quand même assez grand. Donc, Shadon Sharp, si on devait faire le point d'étape pour l'instant, ce serait on devrait dire, athlétiquement, on sait qu'il a les capacités, mais le scoring n'est pas efficace. Pourquoi? Aussi parce qu'il est utilisé dans un rôle qui n'est pas le sien. Donc pour l'instant, mon point d'étape, moi, c'est je n'en tire pas de conclusion. Il faudra voir avec le retour de Brogdon, le retour d'Anthony Simons qui a joué 4-5 matchs là, les dernières semaines, et le retour éventuellement de Scoot Anderson dans la starting line-up pour vraiment se faire une idée de qui est Shadon Sharp aujourd'hui. Il nous a montré par contre que à 3 points, il y a du progrès, et c'est d'ailleurs là que je l'imagine à terme en tant que deuxième, troisième option offensive.
mais pas quelqu'un qui a autant la balle que ce qu'il a eu aujourd'hui. Puis voilà, il y a la perte de balle forcément, il a 14% de turnover percentage. Bah, disons que c'est forcément, il est passé au révélateur, comme dans beaucoup d'équipes de tanking ou d'équipes mauvaises, Voilà. tout simplement. On passe au révélateur les jeunes, surtout dans une équipe comme ça où tout le monde est blessé, du coup. Donc, à la limite, je peux comprendre et je peux le pardonner, mais effectivement, je pense qu'il y a sans doute un raccourci qui est très souvent fait entre qualité athlétique et bon driver, alors qu'en fait, c'est une composante qui peut aider, évidemment, qui aide beaucoup, mais il y a beaucoup plus de qualité, comment dire, de skills et aussi cérébrales qui rentrent en compte pour être un bon driver. Et je pense que, d'ailleurs, les exemples de Luka Doncic ou de Shai Gilgeous-Alexander ou d'autres joueurs comme ça montrent que, en fait, ce qui est même plus important, c'est à quel point tu as certaines qualités fonctionnelles plus que l'explosivité. Et là où je te rejoins, c'est qu'il a peut-être pas, il a pas du tout encore certains skills pour être un bon driver. Il a peut-être pas non plus l'aspect cérébral pour être un bon passeur en plus sur des drives ou sur des pick and roll. C'est juste que là, on le teste un peu, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis il y a toujours le même souci en termes de dribble qui avait déjà Oui. été mis en valeur l'année dernière. Ouais. On y est toujours. C'est-à-dire que son handle est pas assez efficace pour l'instant. C'est encore sur des qualités athlétiques, sur de l'explosivité qui va accéder au cercle. C'est pas vraiment de la création de différence par le dribble. Mais du coup, puisque je voulais quand même pas ressortir de cette, je me suis quand même infligé les Blazers pendant quelques matchs. Mais alors quel rapport avec Billie Eilish alors? J'ai pas compris. Voilà. Donc revenons à Beyoncé. Par contre, j'ai découvert Diop Reef. Alors, Diop Reef, c'est un rookie qui a 27 ans, qui vient du Soudan du Sud, mais qui a joué avec l'Australie à la Coupe du Monde. Donc si vous avez regardé la Coupe du Monde, vous l'avez peut-être déjà vu. Et il a été propulsé soit pivot titulaire, soit pivot qui joue 30 minutes par match, en l'absence de DeAndre Ayton. Et en l'absence, évidemment, de Robert Williams, mais ça fait plus longtemps. Donc il a été un peu propulsé tout en haut de la hiérarchie des pivots, puisque c'est soit lui, soit Moses Brown, et du coup c'est lui. Et donc, en termes de profil, moi je te l'ai vendu comme un... qu'est-ce que je t'ai dit? Comment il s'appelle? Dwayne Dedmon. Oui. Pour les plus anciens. Dwayne Dedmon en plus mobile. Donc on est sur... j'ai plus la taille en tête, mais quelqu'un d'assez grand quand même. Attends, je te trouve ça... 6'11". Donc 6'11", c'est quoi? C'est 2m11. 2m10, 2m11. Et en fait, on est sur un... On dirait pas, parce que physiquement, il est vraiment imposant. Et puis la première action que je vois, c'est il pose un pick and pop, il reçoit la balle, et sans aucune hésitation, il prend le tir à 3 points. Il prend 10 tirs à 3 points par 75 possessions. Au niveau des pivots, c'est tout simplement le joueur de la ligue qui en prend le plus par possession. Et puis sinon, il est dans le 98e pourcentile, toute position confondue. Donc on est sur quelqu'un qui n'hésite pas du tout à tirer à 3 points, qui pose des bons écrans. Et j'ai vu un petit peu sur... c'est le problème de DeAndre Ayton. On l'avait aussi à Phoenix, qu'on disait beaucoup de DeAndre Ayton. Oui, mais c'est compliqué de l'impliquer sur du pick and roll parce qu'il pose rarement les écrans. Ouais. Là, pour le coup, Diop a vraiment un impact physique sur les poses d'écran. Il a cette capacité à pop out, qui du coup au début était pas forcément respectée. Donc en fait les équipes lui laissaient prendre son tir à 3 points Parce que les équipes, c'était comme nous, elles connaissaient pas en fait. Voilà, c'est ça. Au final, c'est pas un si mauvais choix parce qu'il est à 34% à 3 points sur un énorme volume pour le coup pour un pivot. 34% à 3 points. Bon, tu acceptes au final de lui laisser, mais au final comme il en prend tellement et que parfois il prend un petit peu chaud, bah voilà. Mais du coup, j'ai vraiment vu une différence sur le dernier match qu'ils ont joué contre les Clippers en début de semaine. J'ai vu une différence dans la manière dont les équipes le défendaient, puisque c'était Ivica Zubac qui du coup faisait du drop, Diop Reef qui pose un écran, qui fait son pick and pop, et là les Clippers, ce qu'ils ont fait schématiquement pour contrer ce pick and pop, ils ont envoyé le défenseur de l'ailier à l'opposé couvrir le pick and pop, mais du coup, Diop Reef voit le décalage, fait l'extra passe, et puis derrière ça crée un tir à 3 points ouvert, et il y a pas mal de situations où juste avec sa gravité sur le pick and pop, même si c'est pas ultra efficace, juste avec sa gravité, il crée des choses, quoi. Et donc voilà, il m'a un petit peu tapé dans l'œil, ce Diop Reef, et donc après j'ai voulu vérifier si ce que je voyais de mes propres yeux était réel, parce que vraiment je trouvais que l'équipe était beaucoup mieux avec lui. Je t'ai donné la stat avant, mais sur les 455 minutes où Diop Reef n'est pas sur le terrain,
Mais enfin, les matchs qu'il a joués, donc on compte pas les matchs en début de saison où il n'était pas encore dans la rotation. 455 minutes sans Duhokrief sur le parquet. Les Blazers sont à moins 17 de net rating. Sur les 222 minutes avec Duhokrief sur le parquet, ils sont à plus 11. Donc on est à un plus 27 de différence. On est sur de l'anomalie statistique. Non, je pense pas. Je pense que c'est juste Nikola Jokic. Hein. Oui. On est dans ces eaux-là en fait de plus-moins. Mais après, il y a aussi le fait que quand je parle d'anomalie statistique, il y a aussi du bruit, échantillon faible, plus un bruit statistique évident. Les équipes adverses, quand Duhokrief est sur le terrain, pour l'instant, tirent à 28% à 3 points. Y a pas de, c'est la défense laser, la défense Jedi dont parle Seth Partnow. Il n'y a pas de raison pour laquelle Duhokrief devrait faire tirer les équipes à 9% de moins à 3 points en moyenne ou 8% de moins en moyenne. Donc ça va se normaliser. Donc ça va baisser. Par contre, pour moi, clairement, son impact est positif sur l'équipe en général, mais aussi sur le développement des joueurs comme Shedon Sharpe et comme Scoot Henderson. Pourquoi ? Parce que quand il est sur le terrain, ils peuvent faire du 5-out, et c'est ce qu'ils font. Ils font du 5-out. Et du coup, Shedon Sharpe, Scoot Henderson ont des lignes de drive qui sont beaucoup plus claires et peuvent développer leur playmaking parce que les lectures sont moins compliquées. Il n'y a pas DeAndre Ayton, il n'y a pas Robert Williams, il n'y a pas Jabari Walker, il n'y a pas Moses Brown dans la raquette qui facilitent un petit peu les aides adverses. Donc justement, je trouve qu'il y a ce double jeu où la présence est bonne pour le jeu en général parce qu'il joue mieux quand il est sur le terrain, et surtout pour le développement des jeunes. Si tu veux leur donner des répétitions et les mettre dans le meilleur contexte possible offensivement, c'est peut-être avec Duhokrief que ça se fait. Maintenant, Ayton est revenu de blessure, son temps de jeu va diminuer, mais voilà, je voulais quand même faire une petite dédicace à notre ami Duhokrief, ça m'étonnerait pas de le voir en fait dans la ligue pour les 5 prochaines années dans ce rôle-là, quoi. Ben, en tout cas, j'espère, parce que avec un nom comme ça claque. Tu sais, c'est comme à l'époque Bill Simmons qui disait c'est dommage, pourquoi est-ce que Royal Alvi il est nul comme joueur, et pourquoi Chris Paul il s'appelle Chris Paul, quoi. Il faudrait échanger, il faudrait que le joueur fort il s'appelle Royal Alvi, et Chris Paul un nom plus générique, un joueur un peu moins fort. Non mais alors pour le coup c'est un joueur donc de 27 ans comme tu dis, qui a été non drafté en 2018. Donc c'est pas un mec qui a fait X années à la fac et qui vient de sortir, hein. Mais il est non drafté en 2018, il est passé par Belgrade, le FMP de Belgrade, ensuite l'Étoile Rouge de Belgrade, ensuite il est parti en Australie, il est parti en Chine, il était à Beyrouth, et là il arrive donc aux Blazers de Portland, donc c'est un rookie, et qui a joué avec 3 autres NBA à son époque LSU, mais je pense que tu serais incapable de me les citer, et moi je suis incapable de te les faire deviner. C'est Brandon Sampson, qui apparemment a été joueur NBA. Ouais, Tremont Waters. Oui, Tremont Waters. Voilà, Tremont Waters. Et puis un autre que je me demande s'il est pas à Portland, Skylar Mays. Il est à Portland, effectivement. Ah ben voilà. Skylar Mays et Duhokrief. Comment ? Attends, j'ai même pas le nom. Riff. Ouais, Riff, ouais. Dua Lipa. Ouais, Riff. Voilà. Et donc, on passe aux questions des auditeurs, justement. Il y en avait pas mal, on vous rappelle, hein, vous pouvez poser vos questions évidemment chaque semaine pour l'hebdo du Basket Lab. Et donc, première question de d'Ismaël FD qui nous dit Banchero, proche de 100 de true shooting plus, donc proche d'une efficacité moyenne de NBA, meilleure utilisation ou de vrais progrès individuels. Qu'est-ce que tu peux en dire de notre ami Banchero, FD ? Moi, des progrès individuels, forcément, entre la première et la deuxième année. Et puis, c'est vrai que le régime de tir n'a pas énormément changé. Un petit peu moins de tir à 3 points en termes de volume. Mais non, moi je pense que c'est surtout à la fois du progrès individuel et un environnement collectif qui le met plus en valeur. Un mix des deux. Oui. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être une surchauffe à 3 points, en effet. Parce que là pour l'instant il est autour des 40% cette saison, alors que l'an dernier il était à 30%, sachant que c'est pas un bon shooter de lancer franc. Il prend beaucoup de mi-distance, mais il est pas très bon non plus. Donc
je maintiens un peu mes doutes que c'est pas trop un shooter pour l'instant et je me demande à quel point il n'y a pas un petit boost côté réussite à 3 points. Mais par contre, ce que j'apprécie dans son utilisation de cette saison, c'est que je le vois de plus en plus sur pick and roll en tant que porteur de balle. Et ça, j'aime bien. Alors, j'aimerais bien aussi le voir beaucoup plus en poseur d'écran de pick and roll. Bah Ça pourrait un peu booster son efficacité. Ça, depuis Duke. Hein. Depuis Duke, c'est la frustration Oui. que j'ai. À la fois de ne pas le voir prendre des pick and roll avec la balle en main, et même à Duke, il n'en posait pas un, quoi. Oui. Il n'en posait pas un. Donc, ma frustration, alors que pourtant, il y avait des joueurs pour les prendre. Hein. Il y avait Jeremy Roach qui prenait bien les pick and roll. Enfin, bref. Passons. Ne revenons pas sur l'héritage tactique de Coach K. Laissons la légende où elle est. Et on va pas jouer les Mythbusters aujourd'hui. Merci pour tout, Coach K. Et bonne retraite. Non, ce que j'allais dire, j'aimerais bien le voir un peu plus en poseur d'écran, mais ce que j'apprécie, c'est de le voir de plus en plus en porteur de balle sur pick and roll. Et ça peut libérer aussi pas mal de ses qualités de passing qui ne sont pas parfaites. Il a toujours des défauts qui, je pense, sont un peu sous-estimés parce que très subtils dans le moment où il arrête son dribble, le moment où il prend certaines décisions. Mais les fois où il le fait bien, ça débloque certaines de ses qualités de passeur de haut niveau, je trouve. Donc ça, c'est bien pour Banchero. Je suis toujours très bas sur le scoring, mais je pense qu'on peut gratter pas mal de valeur sur ce côté playmaking. Donc effectivement, meilleure utilisation, j'aime beaucoup. Question de Willmatic. Est-ce que Wemby est plutôt ouvrir ses cadeaux le 24 au soir ou le 25 au matin? Je sais pas. Toi, FD, t'es quel camp, toi, FD? Mais alors moi, je suis team pas Noël, en fait. Donc je vais casser le délire. D'accord. Bon, la question troll classique de Willmatic, mais une question sérieuse. Sinon, Zach LaVine aux Hawks contre Dejounte Murray, est-ce que ça vous tente? Moi, j'ai envie de dire oui, évidemment, mais je sais pas si c'est une évidence. Bon, oui, c'est une évidence. J'ai l'impression, mais je sais pas trop comment Atlanta va pouvoir faire avec Dejounte Murray. On verra bien. T'as vu que le Jazz voulait plus de Zach Collins, donc peut-être on renvoie Zach Collins aux Hawks. C'est vrai déjà? Ouais, déjà, ouais. Enfin, j'ai vu ça sur Twitter, je sais pas si c'est avéré, mais apparemment, ouais. D'accord, ok. Bon, question de Vincert. Pouvez-vous faire une autopsie des Pels, des Pelicans? Genre, ok, plein de joueurs sympas, des role-players, mais il manque quoi à cette équipe pour passer un cap de performance, ou alors doit-on être satisfait des résultats du début de saison? Pour moi, la première réponse, c'est j'ai du mal à voir les Pels aller très très loin. Déjà, je suis d'accord avec le constat. Plein de joueurs sympas, plein de role-players que j'aime beaucoup. Ça, on est d'accord. Trey Murphy, Earl Jones, tout ça, j'aime beaucoup. Même Jordan Hawkins, qui pour moi est un petit peu sous-utilisé. Mais quand il est utilisé à bon escient, j'aime beaucoup. Mais pour moi, la question du pivot, forcément, je pense que tu as vraiment un plafond de verre avec Jonas Valanciunas si tu l'associes à Zion Williamson. Et pour moi, ce qu'ils ont essayé de faire avec CJ McCollum, c'est-à-dire avoir un créateur balle en main au poste 1-2, c'était la bonne idée. Mais voilà, McCollum est plus haut niveau. Et pour moi, tu vois, quitte à avoir une deuxième star à côté de Zion Williamson, c'est plutôt un initiateur d'attaque Lillard que j'aimerais avoir plutôt que Brandon Ingram, un côté scoreur poste 3, quoi. Poste 3-4. Donc pour moi, c'est ça. S'il y a une deuxième star à avoir pour Zion Williamson, c'est un porteur de balle dominant. Alors il y en a que 5 dans la ligue, tu vois, mais SGA, Fox, Doncic, mais ça c'est bateau de dire qu'il leur faut Luka Doncic, mais tu vois, c'est plutôt ce type de profil-là. Je suis d'accord, et si je devais faire une analogie, pour moi, les Pelicans, Zion, c'est genre, tu vois, t'as acheté un terrain de 3 hectares en plein centre-ville de Paris, tu vois, c'est génial, c'est la base, quoi, tu vois. Ouais. Zion, c'est le terrain de 3 hectares dans Paris, en plein centre-ville. Ok. Ensuite, tu as des bons éléments. C'est des meubles magnifiques. Tu vois, c'est genre Trey Murphy, c'est Herb Jones, c'est Dyson Daniels, etc. Tu as plein de très très bons éléments, mais c'est que des meubles. Et le problème pour moi, c'est la maison, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu as la base, tu as Zion, tu as le terrain, tu as des trucs dans la maison qui sont géniaux, mais la maison, elle est pas top, quoi. Et la maison, j'entends par là, en fait, les autres gros joueurs majeurs, quoi. Et je pense que des Brandon Ingram, je suis pas totalement satisfait. Des McCollum, je suis pas satisfait du tout. Et du Valanciunas, qui est le pivot titulaire à côté, je suis pas satisfait. Donc c'est comme si t'avais un magnifique terrain en plein centre-ville de Paris. Ok. T'as des meubles aussi magnifiques à mettre dans ta maison, mais ta maison, elle a des murs penchés ou alors elle a des murs
je sais pas moi, en béton qui s'effrite ou, ou des trucs comme ça, quoi. Et le problème, c'est qu'effectivement, il y a plein de joueurs sympathiques et t'as un franchise player qui, si on met de côté un peu les blessures, etc., peut être magnifique, mais c'est un peu la structure globale de l'équipe, moi, autour de ce joueur qui, pour moi, je crois que j'ai déjà dit récemment, mais pour moi, c'est une des pires constructions possibles que tu pourrais faire autour de Zion actuellement, quoi. Si on met un peu de côté les bons joueurs un peu sympathiques, rotation à partir de 4, 5, 6, 7, 8e spot, on va dire, mais entre 2 et 4, quoi, c'est pas très bien, quoi. Donc c'est un peu dommage parce que le pivot, il y a des problèmes structurels en attaque et en défense, et le niveau des porteurs de balle à côté pour optimiser Zion, ils sont pas très bons justement pour l'optimiser, donc c'est un peu là-dessus, quoi. Je sais pas si mon analogie est complètement nulle ou pas, mais non, moi j'aime bien, elle me plaît bien. Mais en tout cas, il y a le terrain, il y a les meubles. Maintenant, il y a juste à s'acheter à construire une bonne maison, quoi, avec les bons murs bien droits, quoi. si on peut être d'accord là-dessus. Question de Bamzerito qui nous demande scouting de Jacques. Donc je note, on va peut-être pas le faire aujourd'hui, scouting de Jaime Jacques Jr. Le vrai JJJ. Non, justement, pas de JJJ, c'est quelqu'un d'autre déjà, JJJ. Question de Garincha qui nous dit Draymond Green contre Tony Yoka, qui gagne? En ce moment, j'ai envie de dire Draymond Green, non? Ouais, sûrement, peut-être. Qui paraît que Yoka, ça va pas très bien en ce moment. Tu vois, ça, tu me l'apprends. Question un peu plus sérieuse, le MIP récompense toujours des joueurs offensifs. Quel serait votre top 3 actuel si on devait désigner un MIP défensif? C'est une très belle question, ça. Ouais, tu vois, ça mériterait plus de préparation. Parce que là, on the spot comme ça. On peut faire un top 3 à 2. On peut balancer des noms et à la fin on fait un top 3, oui. Je pense que Jalen Suggs n'était pas à ce niveau-là. Jalen Suggs, en termes de progression défensive, j'aime bien, personnellement. Est-ce qu'on peut alors je sais, là vraiment, c'est pas pour toi que je le fais, hein, mais Alperen Sengun. Pas mal. Même si, effectivement, je pense que moi, il y avait déjà des trucs l'an dernier, mais effectivement, ça rentre. Ça rentre totalement. D'ailleurs, tu me fais penser, Jabari Smith, c'est bluffant. Vraiment, c'est bluffant. Les effets, alors peut-être que souvent, moi, je le sous-estime, et peut-être que nous, les analystes tactiques, stats et tout, on sous-estime, mais l'importance d'un coach qui va gueuler sur ses joueurs et qui va leur faire les efforts. Le contraste, Jabari Smith, c'est bluffant. Je pense que je l'aurai dans le top 3. Qui est-ce que j'avais en tête aussi? Nickel Alexander-Walker, que je trouve a fait d'énormes progrès défensifs et devient un vrai joueur, notamment de par la défense. Ça joue beaucoup. Si on reste sur Orlando, Goga Bitadze. Oui. Qui devient un défenseur de drop magnifique. Ouais. Et même plus que ça, un vrai joueur NBA, Goga Bitadze. Ah oui, en plus que ça, ouais. J'ai toujours beaucoup aimé, mais effectivement, ça devient très, très, très intéressant. Je scanne un peu les équipes. Non, je crois qu'on a déjà un top 3 pas mal, là. Ouais, moi, j'aurais tendance à faire une petite mention pour Mitchell Robinson, mais c'est de l'amélioration à la marge. Il était déjà très bon, et pour moi, je le trouve excellent. Peut-être pas, tu vois, typiquement, il aurait pas le MIP, tu vois, parce qu'il était déjà très bon. Et en fait, on donne pas assez de valeur, je trouve, au passage de très bon à excellent. Et on a tendance à donner beaucoup de valeur au passage de moyen plus à très bon. Tu vois ce que je veux dire? Voire même de négatif à moyen bon. On donne beaucoup de valeur à ça, ouais. Voilà, ouais, c'est ça. Effectivement. Non, mais je crois que moi, dans le top 3, j'aurais Jabari Smith pour sûr. Ouais. Après, côté Wolves, on peut aussi évoquer peut-être Anthony Edwards, je pense, qui fait aussi pas mal qui est plus régulier, je trouve, cette saison en défense. Donc ça peut rentrer aussi. Mais qu'est-ce qu'on a cité aussi, donc? Si on fait le MIP d'une saison à l'autre, est-ce que Rudy Gobert? Parce que l'année dernière, il était très bon, et là, il est de nouveau à ses standards d'il y a 2-3 ans. Mais non. Bah non, mais moi, honnêtement, Suggs, Smith... Alexander Walker, ou alors Sengun. Ouais. Ouais, je pense qu'on est d'accord. J'essaie de regarder, mais côté Pacers, il n'y a pas trop de jeunes qui ont progressé. Mais tu vois, on tombe... en défense, en tout cas. Ouais, non. On tombe un peu dans le biais du MIP, où on va le donner le MIP à des jeunes de 2e, 3e, 4e année qui deviennent meilleurs. Exactement. Bah tiens, Jalen Johnson aussi. Qui, je pense, c'est une vraie progression, même si, comme tu dis, il y a toujours est-ce qu'ils ont progressé ou alors est-ce que juste ils se mettent à jouer? Mais il y a des cas, tu vois, moi, le cas de Jabari Smith ou de Alexander Walker, on les a vus sur des minutes et clairement, je les trouve meilleurs en niveau intrinsèque, quoi. Donc, voilà, à peu près 3-4 noms. Ouais, c'est pas mal comme trophée. Je pense que je vais le rajouter à ma liste il est pas mal, de fin de saison, ça, dans mes trophées du Basket Lab. Question de Ilmatic. Et pas de Willmatic, de Ilmatic. On en a 2 sur le Discord. Que pensez-vous de la défense de Lavine
on et off-ball, j'ai l'impression qu'elle est perçue comme mauvaise par rapport à l'opinion générale, plus que la réalité. Je suis assez d'accord. Je sais pas ce que tu en penses. J'en pense pas grand-chose, honnêtement. Bah, moi, je trouve qu'effectivement, il est pas aussi catastrophique que certains profils très 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 mauvais, quoi. Et j'ose croire que, alors, ça va pas être quelqu'un qui va faire des différences dans la défense off-ball, mais je pense qu'il peut faire le minimum, et je pense que même sur le ballon, il peut être largement viable, ne serait-ce que par la taille et par son explosivité. Oui. Mais même si explosivité latérale n'est pas forcément pareil que explosivité verticale, on est d'accord. Mais je pense qu'il peut être viable. J'aimerais juste le voir dans de meilleurs environnements. Quoique tu me diras, il a aussi fait partie l'an dernier d'une défense qui était top 5 NBA. Hein. Ne l'oublions pas. Les Bulls, Bulls, c'est top 5 défense. C'est pour ça que la question, tu sais, j'ai l'impression qu'elle est perçue comme mauvaise par l'opinion générale plus que la réalité. Je sais pas ce que les gens pensent de la défense de Zach LaVine, honnêtement. C'est vrai. Mais moi, je trouve que c'est un défenseur actuellement moyen plus, et qui, s'il avait l'envie et qu'il était dans un contexte où il était un petit peu plus impliqué, il n'y a pas de raison que ce soit une faiblesse en défense, au contraire. Bon, FD, tu es le Grinch pour Noël, ok, mais est-ce que tu aimes bien la nourriture? Ou est-ce que tu vas aussi nous casser sur la nourriture? Plutôt raclette ou plutôt fondue, demande Quentin. Aïe. Allez, raclette. Je suis d'accord. Plutôt tartiflette même, de mon côté. Question de Daimzao, assez intéressant. Quel trade pour sauver les Warriors? Ça peut être cool comme question, effectivement. J'ai pas envie, encore une fois, de lui dire on va sauver ta question, on va en faire un thème libre. Mais je pense que le secteur intérieur, peut-être faudrait aller chercher quelque chose, là, non? Ouais, je suis en train de réfléchir à un joueur. Pascal Siakam. Siakam, mais Siakam, c'est pas redondant par rapport à Draymond Green? Bah, tu vois, alors, est-ce que justement, on parlait, alors, on va retomber dans le cliché un petit peu, hein, on parlait d'André Iguodala avant. Moi, je me dis, tu vois, une raquette actuellement Siakam Green, je pense que ça peut fonctionner. Ça peut être sympa. Ça peut fonctionner. Parce que justement, parce que Thompson et Wiggins n'ont plus leur jambes d'il y a 2 ans, donc ils ont besoin de scoring et de création. Donc Siakam, ouais, moi j'aimerais bien Pascal Siakam. Je pense que ça fonctionnerait en défense, mais c'est par rapport à l'attaque que je me pose des questions. Par rapport au spacing ou des trucs comme ça. Oui. Mais à la limite, je suis presque prêt à faire le pari, hein, effectivement. Je me demande aussi, moi je pense que je le ferai, mais je pense qu'ils le feront jamais. C'est un échange Klay Thompson, Zach LaVine, je pense. Oui. Ou tu vois, un truc autour de Klay Thompson, ça pourrait débloquer pas mal de choses, mais je pense qu'ils ne le feront jamais. J'ai entendu des rumeurs, ou en tout cas des envies de Mark Cannon. Ça me plaît pas mal sur l'attaque, mais la défense, ça me plaît pas trop, quoi. Non, donc, moi non plus. Je vois pas en quoi l'attaque Ouais, ça rendrait pas forcément la défense plus viable. Bon, après, t'as toujours des joueurs un peu mineurs à aller chercher, type... je sais pas, si tu peux aller prendre un Gafford en sortie de banc, tu peux aller prendre un Dwight Powell à l'intérieur en sortie de banc, tu peux aller... Tyus Jones, par exemple, je sais pas. Tu peux aller gratter des trucs comme ça. Est-ce que Zach Collins, d'ailleurs, des Spurs, tu peux pas aller le chercher pour un peu faire ta rotation à l'intérieur? Ça peut, Zach Collins, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être sympa. Ouais, ça j'aime bien. Ouais. À la marge. Oui, bien sûr. Et la question que je me pose aussi, c'est à quel point est-ce que, justement, on parlait des problèmes d'Andrew Wiggins, qui ont notamment des problèmes hors terrain aussi, hein, c'est ça qui affecte aussi ses performances, mais à quel point est-ce qu'il serait pas prêt à tourner la page du genre Wiggins pour aller chercher un Mikal Bridges ou alors un OG Anunoby? Je sais pas. Ça peut... Wiggins plus quelque chose contre Mikal Bridges, tu le fais, toi? Si je suis les Warriors, oui. Si je suis les Nets, non. Si c'est quelque chose, c'est 2 tours de draft et Kuminga. Tu le fais ou pas? Je connais pas la volonté des Nets. Je sais pas ce qu'ils veulent faire de cet effectif. Très bonne question. S'ils veulent rester avec cet effectif et l'améliorer, et puis garder cette base-là, non, je le fais pas. Parce que pour moi, Mikal Bridges a à ce point-là de la valeur. Mais par contre, si ils ont pas vraiment confiance en cet effectif, oui, tu le fais. Tu le fais et tu utilises Kuminga, et puis parce que les Nets ont pas énormément de pics, donc ils prennent ce qu'ils peuvent. Oui. Je suis en train de sonder un peu dans les mauvaises équipes. Dans les mauvaises équipes, il y a peut-être des coups à faire. Est-ce qu'ils peuvent pas aller chercher Jaren Jackson Jr. dans les mauvaises équipes? Jeremy Grant? Jeremy Grant, ouais. Ouais, peut-être. Ouais. À Utah,
Non. Portland. Portland, est-ce qu'ils vont aller chercher dans Drayton ou est-ce qu'ils sont lucides, eux, Non, les pitié. Warriors? Non, alors ça, ce serait la très mauvaise idée. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher la Melo Ball après ne pas l'avoir drafté? Est-ce qu'ils peuvent corriger cette erreur ou est-ce que c'est trop tard? Je pense que c'est trop tard. Non, Théo Malédon est parti, donc ils ont plus de meneur. Ils ont plus de meneur à Charlotte. Dans les options star, Siakam, j'aime beaucoup. Option middle, Anunoby, j'aime beaucoup. Option un peu plus mineure, aller chercher un Zach Collins, ça pourrait être cool, je pense. Voilà pour la question de Dame Zhao. Tom, notre bon vieux Tom de Dunk Hebdo qui nous envoie plein de questions. FD, quel est ton type d'écran non porteur préféré? Le Hammer Screen, c'est celui de Darvin Ham. Donc Oui. C'est un écran que faisaient beaucoup les Spurs vers les années 2014. C'est un écran souvent un mec qui drive ligne de fond et tes deux ailiers à l'opposé. Donc t'en as un qui est plutôt à 0 degré, un qui est à 45 degrés. Le joueur qui est à 0 degré va poser un écran, un backscreen, un écran de dos, pour que mon joueur qui est à 45 degrés puisse sprinter dans le corner et souvent avoir un tir ouvert à 3 points là-dessus. Voilà, Hammer Screen, ça s'appelle. C'est aussi un flare screen à l'opposé pour un tir à 0 degré. Mais j'aime bien parce que ça te demande du timing à la fois sur le drive, parce que la fenêtre est assez courte. Ça te demande un timing assez bon sur le drive et sur la passe et l'écran, enfin le timing de l'écran aussi forcément. Donc je trouve ça beau quand c'est bien effectué. C'est en gros, hein, tu fais une action d'un côté, tu fais un pick and roll ou une action d'un côté, et de l'autre côté, t'as quelqu'un qui prend un écran pour descendre de l'aile vers le corner. Et donc ça, comme tu dis, le jackpot, c'est que ça libère un 3 points dans le corner, qui est le tir idéal, on va dire, un tir ouvert idéal. Et effectivement, comme tu dis, popularisé par les Spurs, beaucoup, mais qui vient de Darvin Ham, mais pas le coach, le joueur, Ouais. qui a été inventé en fait par George Karl à Milwaukee pour Darvin Ham. Donc voilà pour la petite histoire. Je crois qu'on en avait parlé déjà dans un podcast de cette anecdote. Voilà. Moi j'aime bien. Moi les écrans, j'aime bien les écrans. Il y en a un que j'aime bien, c'est le double pick and roll ou comment dire, un STS flare, on va dire, un screen the screener flare, c'est-à-dire imagine t'as un pick and roll à 2 écrans, et un des 2 screeners ensuite reçoit lui-même un écran du premier. Et donc t'as un pick and roll qui part vers la droite et un des 2 poseurs d'écran ensuite il réutilise un écran du premier poseur d'écran. Bref, des courses croisées. Voilà. Tom, pour ta question un peu hipster. Mais très bonne question, franchement, j'ai bien aimé. Pourquoi est-ce que les butt screens ne sont pas considérés comme des fautes offensives? Alors, il faut savoir que FD est arbitre. Monsieur l'arbitre, pourquoi est-ce que les écrans avec les fesses ne sont pas considérés comme des fautes? Alors il y a 2 choses. Alors là, je parle de règlement FIBA. J'ai pas eu le temps de checker le règlement NBA. Mais en termes de règlement FIBA, et d'ailleurs c'est les mêmes règles, on en a parlé. On a eu un petit différend, Guillaume, cette semaine sur la question en message des écrans privé en NBA. En fait, t'as pas besoin de faire face au défenseur quand tu poses un écran. Tu dois être dans ton cylindre, sauf que le cylindre, en FIBA comme en NBA, ça prévoit que tu puisses être fléchi, que tu puisses être légèrement fléchi. Donc en fait, l'arrière de ton cylindre, c'est au niveau de tes fesses, fléchi, donc un petit peu en arrière. Et donc tu peux être légèrement fléchi, poser l'écran avec tes fesses, que ce soit légal tant que tu restes dans ton cylindre. Maintenant, ce qu'on voit, j'ai l'impression qu'on le voit quand même de moins en moins en NBA. On le voit surtout en Europe. On va poser des écrans du coup de dos avec les fesses, et au moment d'ouvrir, on sort du cylindre et on rajoute un contact avec les fesses. Donc voilà, la réponse, c'est qu'on n'a pas besoin de faire face pour poser un écran tant qu'on est à stationnaire et qu'on reste dans notre cylindre et qu'on a les 2 pieds au sol. Mais par contre, attention, on peut le poser avec les fesses tant qu'on reste dans notre cylindre, mais on n'a pas le droit d'étendre notre cylindre en ouvrant les fesses, quoi. Voilà, la spéciale Boris Dio. Hashtag reste dans ton cylindre. Voilà Tom, l'explication. Et puis dernière question de Tom, intéressante, qui nous dit Aferny Simone s'est passé de spot-up shooter à pull-up shooter, à bon en ISO aussi. Jusqu'où peut-il aller? Scoot et Shannon Sharp
et lui, vous pensez qu'ils sont capables de jouer ensemble et d'être bons? Question intéressante, toi qui regardes beaucoup les Blazers parce que t'as beaucoup trop de temps libre apparemment. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de Anthony Simons? Anthony Simons, c'est compliqué parce qu'il a assez peu joué cette année quand même. Il est revenu là de blessure. Ah oui, 5 matchs à peine, oui, d'accord. Ouais. Mais sur son retour, parce qu'il manquait Malcolm Brogdon aussi, je le rappelle, on est sur un artilleur, on est sur un artilleur vraiment. Il prend presque 20 tirs pour 75 possessions, donc 8 à mi-distance et 10,5 à 3 points. Donc les deux sont dans la 96e et 98e pourcentile. Donc il prend énormément de tirs, notamment en pull-up. Moi j'aime bien ce profil-là parce que Portland pour l'instant n'a pas grand-chose d'autre. Donc cette valeur du pull-up quand en sortie d'écran, j'aime beaucoup. Maintenant la question, alors jusqu'où peut-il aller? Je pense qu'il ne pourra pas le faire dans une équipe extrêmement efficace, puisque c'est pas les tirs les plus efficaces même pour lui, même si là pour le coup il est un peu en surchauffe en ce début de saison pour lui. Et la question, est-ce que Scoot, Sharp et lui peuvent jouer ensemble et d'être bons? Collectivement, non. Je pense pas qu'ils peuvent être bons parce que défensivement, ça va être compliqué d'avoir à la fois Scoot, Sharp et Simmons sur le terrain. Même si contre les Clippers, ils ont utilisé Anthony Simmons sur Kawhi Leonard. Je t'avoue que j'étais un petit peu surpris. Lui aussi, il paraît. Et Kawhi Leonard était aussi surpris parce que il comprend. Enfin ouais. Bref, j'ai pas. Surtout qu'il pas besoin de développer. Et Matisse Feibel était sur Terrence Mann. Et là, tu vois, ça je comprends pas. Bref. Parce que Matisse Feibel n'est pas forcément un défenseur on-ball très très puissant et très performant. Ouais, mais justement, du coup, je me suis dit, tiens, il va l'utiliser pour défendre hors ballon et puis faire des prises à deux, créer un petit peu le chaos. Ah non. Terrence Mann était dans le corner, Matisse Feibel était aussi dans le corner. Ouais. Et donc tu ne l'utilisais pas du tout défensivement. Bref. Ah tiens, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, Matisse Feibel, aller chercher côté Golden State, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, effectivement. Mais du coup, non, Scoot, Sharp et lui, actuellement, je pense pas que ce soit bon ensemble. Disons que pour moi la question elle est défensive en fait. Oui. Parce que offensivement on va dire que dans la théorie, si j'écoute ce que... Quoique non, toi t'étais pas très chaud sur Scoot la dernière fois qu'on en a parlé. Ça va mieux. Ouais, ça va mieux. Mais dans la théorie, si Scoot est un peu le créateur go-to-guy niveau All-NBA, le créateur d'attaque, etc. À côté de lui, tu mets un spot-up shooter de très très haut niveau, un des meilleurs shooters de NBA, Anthony Simons, et un slasher qui est aussi un slasher shooter avec Sharp, il n'y a aucun problème. Vraiment, les profils offensifs, il n'y a aucun problème. Pour moi, c'est la question. La question est surtout défensive, en fait. À quel point est-ce que tu peux combiner ces trois-là? On sait que d'ailleurs, ne serait-ce qu'à Portland, durant des années, une des limites, ça avait été à quel point est-ce que le backcourt défensif, il n'y a pas trop de compromis aussi par un moment, même s'il y avait d'autres problèmes en termes de qualité d'effectif, mais je ne sais pas à quel point ces trois-là peuvent combiner ensemble, ou est-ce qu'il va falloir faire un choix. Je pense que de toute façon, là, à court et moyen terme, l'objectif, c'est juste de développer au mieux possible les trois, et ensuite, si les trois se développent parfaitement, là, tu auras le choix, mais le fait de devoir choisir, c'est déjà un bon signe. Ça veut dire que les trois seront bons qu'il faudra faire un choix. Mais le scénario probable, c'est qu'il y en ait un ou deux qui ne soient pas non plus des évidences de ta reconstruction. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc on passe, avant de finir par le quiz, on passe rapidement l'agenda pour la semaine suivante, le calendrier pour la semaine suivante. Est-ce que tu veux que je le fasse, FD, ou tu le fais? Vas-y, je t'en prie. Alors, lundi soir, pour vous, lundi soir et donc mardi matin au réveil, vous avez le choix entre un Houston-Cleveland, qui peut être très sympa, Houston-Cleveland, ou alors Minnesota-Miami. Mais le problème de Miami, c'est que ça dépend toujours de qui est blessé et qui n'est pas blessé. Mais voilà. Mardi, un très très alléchant Boston-Golden State. J'espère, quoique non, maintenant qu'il n'y a pas Draymond Green, ça peut être un peu moins bien, mais en tout cas, l'affiche est tout de même intéressante. Mercredi, Minnesota-Philly. Mais je serai dans la salle. C'est vrai? Je serai dans la... oui, je serai là-bas. Ah, d'accord.
Ouais, ouais. Eh bien, j'espère pour toi et pour nous que Embiid va jouer parce que la première fois, le premier affrontement, il n'était pas là. Et donc, on avait eu un vrai faux départ, un peu déçu de l'affrontement entre Minnesota et les Sixers sans Embiid. Et sinon, le classique Dallas Clippers, toujours intéressant. Les switch, les pick and roll, etc., etc. Jeudi, on a du OKC contre les Clippers, qui peut être sympathique aussi, même si du coup Clippers sont en back-to-back. Et sinon, Minnesota Lakers, mais Minnesota aussi en back-to-back. Vendredi soir, Dallas-Houston, duel du Texas, intéressant. Ou alors Sacramento Phoenix. On espère qu'on aura le temps de revoir plus souvent le trio de Phoenix. Samedi, je tiens à le noter parce que c'est un horaire plus tôt. On aura un Milwaukee, New York plus tôt, mais pour toi ça t'arrange pas parce que toi tu seras aux horaires américains du coup. Ouais, c'est quoi? Ça va être 8h du matin ou... Je crois que c'est midi et demi, un truc comme ça, ouais. du coup. Ouais. Mais chez nous ce sera en soirée du coup. Et samedi prochain, le soir, Milwaukee, New York, pardon. Un peu plus tard aussi dans la soirée, mais toujours à un horaire abordable, Boston Clippers. Et sinon, dans la nuit, on aura Lakers OKC. Et puis, donc ça c'était le samedi 23, et donc le dimanche 24, pas de match, puisque c'est Noël, le dimanche 24, et les matchs reviendront le lundi d'après pour le 25, évidemment. Vous connaissez la tradition. Et donc voilà un peu pour le calendrier vite fait de la semaine prochaine. Et donc, on peut passer au quiz. Est-ce que tu es prêt, FD? Oui, je vais pas faire la blague comme d'habitude, mais oui, je suis là et je reste ici. Pour l'instant, tu es troisième à la race. Troisième avec seulement 5 points en 2 quiz. Donc le quiz, 10 questions pour 10 points possibles. Et puis après, le Zidane, on verra ça. Le quiz, donc, question d'actu, FD. Combien de lancers francs Giannis Antetokounmpo a-t-il tenté dans le match contre Indiana? Le match, donc, il fait 64 points. Combien tente-t-il de lancers francs? Tenter, tu veux pas me demander marqué parce que je crois que j'ai la stat. Non, tenter. Du coup, je sais plus si c'est tenter ou marqué. On va dire à 2 près. 32. Exactement, c'est pile 32. Pile 32, donc 1 point pour FD. Question d'actu, combien de points Jaren Jackson Jr. a-t-il inscrit sur les 2 derniers matchs qu'il a joués, donc contre Dallas et contre Houston? On va dire à 3 points près. Alors là, franchement, j'en ai vraiment aucune idée. Allez, à 5 points près, je te donne une marge de 5. Ouais, mais si tu me dis 5, c'est qu'il en a marqué beaucoup, tu vois, parce qu'il en a marqué beaucoup. Eh oui. Il en a marqué beaucoup. Sur les 2 derniers, allez. 47. Restons à 47. Eh bien non, c'était 85. Pardon? Jaren Jackson a inscrit 85 points contre Dallas et Houston, 44 contre Dallas et 41 contre Houston. Eh oui. Ah oui. Ou l'inverse. Ah ouais. Oui. D'accord. Et oui, Jaren Jackson fait un back-to-back 40 points. Il devient le go-to-guy de Memphis. Ah, mais tu croyais que tu m'avais demandé la moyenne sur les 2? Non, c'est faux. Ah, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Donc, pas de points pour FD. Troisième question d'actu. Qui a joué le plus de minutes cette saison 2024 pour l'instant? En total, total brut. Pour l'instant, c'est 861 minutes jouées. Mais par qui? Bronson? Non, pas mal, mais c'était par Nikola Vucevic. Ouh là là. Vucevic, 861 minutes cette saison. C'est peut-être pour ça que Chicago va pas bien. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est quand même assez surprenant, ça. Question, FD. Qui a commis le plus de fautes par 100 possessions cette saison parmi les gros temps de jeu, on va dire? Qui fait le plus de fautes par 100 possessions? Minimum 500 minutes. Donc c'est quand même un gros temps de jeu, 500 minutes. Je peux t'aider, on est sur un extérieur. Ah bon? Ah bah tu vois, là, je cherchais des pivots un peu naïfs à la Jackson, Robinson. Alors, un extérieur qui fait beaucoup de fautes. Jalen Suggs? Non. C'était Dillon Brooks. C'est Dillon Brooks qui fait 6,4 fautes par 100 possessions. Et puis, dernière question, FD, dernière question d'actu. Qui se fait méga postériser par Wembanyama sur un rebond offensif cette semaine? Je sais qu'il en a mis un sur Anthony Davis, mais c'est possible qu'il en ait mis un autre. Anthony Davis, c'est pas sur rebond offensif. C'est pour ça que je te précise ça. Donc, c'est sur quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'ils ont joué cette semaine? Bah, ils jouent les Clippers tous les 2 jours. Donc, je sais pas, Ivica Zubac? Non, c'était les Lakers. Je pensais vraiment que c'était un point facile pour toi, là, pour le coup. C'était Christian Wood qui s'est fait méga postériser par Wembanyama sur un rebond offensif. Donc ça fait 1 point sur 5 pour l'instant.
FD. Ah, bah, je prends. Je pensais vraiment t'avoir fait un point facile là, avec Christian Wood. Tu regardes pas les top 10 en te levant le matin? Non. Je regarde Portland, j'ai pas le temps de regarder les top 10. Cette semaine, on n'est pas sur un kicker sa fac, on a changé. On est sur un kicker son numéro de maillot. Oh, quelle horreur. Ah oui, moi je suis d'accord que kicker sa fac c'était plus facile, mais tout le monde a voulu changer. Je dis ok, on change. Non, j'ai pas été consulté. Hein. J'ai pas été consulté. Non, mais je rigole, c'est juste qu'on change les quiz évidemment. On fait tourner. Kicker son numéro, Jimmy Butler. Le numéro de Jimmy Butler en 2024. Ah, il a le 22. Exactement, il a le 22, tout à fait. Kicker son numéro, Patrick Beverley. Numéro 15. Et ça me paraît pas. Non, ça me paraît pas bien. Non. Et non, c'était le 22 également. Ah, c'était le 22. Mais très bien. C'était le 22. Quel numéro a Rui Hachimura? je sens que tu es tenté là. Ouais, mais non, il a le 8. Ah, pas loin. Mais 9. pas loin en un sens, puisque c'était le 28. Quel numéro a Daniel Gafford? 20. 26. Ah, d'ailleurs. C'était le 21, Daniel Gafford. Eh oui. Et puis, peut-être un plus facile, Lauri Markkanen. 24. Ou 23. 20. Alors, 20 quelque chose. quelle réponse? 24 ou 23? Il a le 24. Et non, c'était le 23. Super. J'ai presque envie de je crois que t'as dit 23 au début, non? Le tout premier truc que t'as dit. Ah, mais c'est gentil de vouloir me donner des points. Si tu veux, par acte de charité, c'est le mois de décembre, c'est les fêtes. J'accepte la charité. Mais non, parce que tu fêtes pas Noël, donc je te donne pas le point. Sinon, si tu avais fêté Noël, je t'aurais donné le point en cadeau de Noël, mais t'aimes pas les cadeaux. Ça marche. Je plaisante évidemment. Et donc on finit par le Zidane. Après ces 10 questions, le Zidane. Pourquoi le Zidane? Parce que c'est le joueur. Zidane, c'est le 10. Il a le numéro 10. 10. Allez, 10. Un point pour le Zidane, le numéro 10. Super. Non, le Zidane. Pourquoi Zidane? Parce que c'est le joueur en 10. 10 indices énumérés au fur et à mesure. Tu dois trouver le plus tôt possible, évidemment. Plus tu trouves tôt, plus tu as de points, bien entendu. On est parti pour le Zidane. Est-ce que j'ai le droit de prendre des notes? Parce que la dernière fois, je m'étais un peu... Tu peux prendre des notes, vas-y. Tu peux prendre des notes. Très bien. Donc, premier indice, 2011. 2011, donc il a été drafté en 2011. Ou bien il est né en 2011, ou bien... Bref, 2011, très bien. Super. Deuxième indice, les Clippers. Lou Kemba Moutet. Troisième indice, Blake Griffin. Blake Griffin, Clippers, 2011. DeAndre Jordan. Non, puisque le quatrième indice, c'est DeAndre Jordan. 2011, Clippers, Blake Griffin, DeAndre Jordan. Brandon Knight. Pas mal, mais non. Mais pas mal, effectivement. Alors, donc je me note Brandon Knight aussi en pas mal. Autre indice. Demi-point pour le pas mal. Cinquième indice, Tobias Harris. Ah bah c'est qu'il a été tradé contre Tobias Harris, mais comme l'ensemble de la planète. 2011, Clippers, Blake Griffin, Tobias Harris, DeAndre Jordan. Oh là là. Il a joué avec les trois. Allez, petit indice. En fait, il a joué avec les trois. Il a joué avec Blake Griffin, avec Tobias Harris, avec DeAndre Jordan. Oh là là. Et en plus... Non, quoique, je veux pas donner trop d'indices, après c'est injuste pour les autres. Oui, non, mais de toute façon... Wesley Johnson. Non. Il n'a pas joué aux Clippers, justement. Il n'a pas joué aux Clippers avec Blake Griffin et DeAndre Jordan. D'accord. Sixième indice, Oklahoma City. 2011, Clippers, Oklahoma City, Blake Griffin, Tobias Harris, DeAndre Jordan. Septième indice, qui est lié au sixième, Eric Maynor. Est-ce que tu te souviens de Eric Maynor? Oui, c'était un meneur, là. Meneur backup toute sa carrière. Exactement. Ah, ok, ici, d'ailleurs. Brandon Jennings. Pas mal, mais non. Huitième indice. Ah, mais attends, mais c'est un Brandon, du coup, parce que ça fait 2 fois que je te dis Brandon et tu me dis presque. Non, c'est pas par rapport à ça. Huitième indice, Stan Van Gundy. Stan Van Gundy, Blake Griffin, Tobias Harris, ça va ensemble. 2011, ok ici, Eric Maynor, ça va ensemble.
Ok. Eric Bledsoe? Non. Ah. Et du coup, je suis obligé de continuer. Oui. Hein, une seule proposition par indice. Et donc, pas de souci. Boston College. Ouais. Non, pas du tout. Je l'ai pas du tout. Reggie Jackson? Exactement, Reggie Jackson, Oh là là. tout à fait. J'aurais pu l'avoir avant. Aïe. Ça fait 2 points pour notre ami FD sur ce Zidane. 2 points. J'aurais pu en avoir un troisième. Puisque effectivement, en 2011, il a été drafté en 2011. Les Clippers, il a joué aux Clippers. Blake Griffin, il a joué avec Griffin à Détroit. Également avec Tobias Harris, sous les ordres de Stan Van Gundy. Il a été drafté à Oklahoma City. Il a pris la relève de Eric Maynor, qui était le meneur backup. Mais effectivement, Maynor s'est blessé et c'est Reggie Jackson qui a un peu pris les minutes. Le dernier indice, c'était meneur, du coup, évidemment. Boston College, parce qu'il a été à Boston College. Et puis DeAndre Jordan, parce qu'il joue actuellement avec DeAndre Jordan à Denver. Et il a été champion avec DeAndre Jordan. Il a jamais joué avant. Après, Brandon Jennings. Et Tobias Harris, c'était quoi le lien? Ils ont joué ensemble? Détroit, Tobias Harris, Blake Griffin, la fameuse équipe. Oui, d'accord. Ouais. Enfin, la fameuse équipe. Pour les fans des Pistons, c'est là. Ouais, franchement, je suis content. Je suis content. J'en aurais eu un au moins. C'est pas mal. Pour un Zidane, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ça fait 2 points et donc ça monte ton total à 2 plus 1 sur les numéros, plus 1 sur les questions d'actu. Ça fait plus 4 et donc tu passes à 9 points. 9 points, tu te classes deuxième de la race, FD. Il y a du progrès. Il y a du progrès et il y a encore toute la saison pour se refaire, ne t'inquiète pas. Tu auras le temps, FD. Je crois en toi pour le reste de la saison, mais en tout cas, merci beaucoup d'être passé sur l'hebdo et sur le Basket Lab, FD. Mais merci à toi, c'était un plaisir. Bonne fête à toi, puisque moi je serai aux États-Unis. Donc voilà, bonne fête à tous. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que je ne vous aurai pas trop manqué durant cette semaine où il n'y a eu qu'un podcast, donc chose assez inhabituelle pour le coup. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait un podcast par semaine. Comme dit, 2-3 petits problèmes. Impossibilité d'enregistrer, de trouver du temps libre pour enregistrer semaine dernière. Mais il nous reste toujours donc notre All Hipster Team qu'il faut que je fasse, qui est censé sortir en début de saison. Bon, on a déjà plus d'1 mois de compétition, c'est un peu la honte, mais vous inquiétez pas, j'ai fait l'équipe avant le début de saison. Bref, ne vous inquiétez pas, le programme va être chargé et je commence à réfléchir pour l'épisode numéro 200. On arrive au 200, il faut marquer le coup. Je pense qu'on va faire un épisode très spécial pour le 200 et peut-être aussi un live Twitch pour faire un peu en mode rétro. Peut-être on en reparlera. Mais voilà, donc bref, a priori, on se retrouve très bientôt d'ici 2-3 jours pour le prochain numéro du Basket Lab. Et en attendant, si ça vous a manqué, je continue de reposter un peu les archives du Basket Lab puisque la chaîne YouTube est plus jeune que le podcast. Donc je remets les anciens épisodes et notamment, je viens de poster 2 épisodes théoriques qu'on avait fait avec Antoine sur le rôle du lowman défensif, donc le fameux safety défensif, et également sur les fameux pick and roll inversés qui, eux aussi, sont totalement dans l'actualité. Le podcast a un peu plus d'1 an. Mais voilà, et je rappelle aussi, tant qu'on y est, tant qu'à faire, le flux secondaire du Basket Lab qui a l'air de vous plaire, donc tant mieux. Des petits extraits à consommer par-ci, par-là. Normalement, il y en a 1 par jour, sauf pour le début de semaine où il y a 3 par jour le lundi et le mardi pour l'hebdo, évidemment. Mais le reste, c'est hors actu et c'est des anciens épisodes. Voilà, si ça vous intéresse, on a le Basket Lab flux secondaire, le Basket Lab extrait, si ça vous intéresse. Plus facile d'écouter ça dans les transports plutôt que nos 1h30 ou 2 heures habituelles. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci évidemment à FD d'être passé sur le podcast. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.